bien, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux sur ce plateau avec la première de Audrey Lemanac. Et oui, c'est la première. Pour l'égérie. Audrey, avant de présenter l'émission, on va parler de notre partenaire, COP. Exactement. Et de sa représentante, Douchka. Donc, Douchka, si tu peux nous dire 2-3 mots sur David Midir et COP, qui sera là la semaine prochaine. Alors, David m'a contacté il y a un peu plus d'1 an en me demandant si j'étais OK pour être ambassadrice de ce complément alimentaire. Enfin, qui a pour but de rendre les femmes plus belles. Ça fonctionne. C'est gentil, mais bon, alors j'étais un petit peu sceptique au départ parce que je me suis dit c'est sympa, mais un produit parmi tant voilà, d'autres. c'est un petit plus, mais bon, c'est vrai que les artistes, on est un petit peu, on connaît beaucoup de choses, on a utilisé beaucoup de crèmes, on a quand même une hygiène de vie. Bon, je me suis dit, je vais essayer, mais j'y croyais sans y croire, parce que avant de signer mon contrat avec lui, j'ai quand même voulu essayer, savoir si ça marchait. Et c'est vrai que le collagène, il y a quelques années, on en prenait plutôt en injection, mais à l'époque, les dermatos faisaient ça, ou des ampoules de collagène. Enfin, bon. Et puis, il y a eu tout un scandale avec le collagène animal et tout ça, et du coup, ça s'est arrêté. Et c'est vrai que le collagène a fait ses preuves, mais non seulement en termes de cosmétiques, mais aussi pour la santé, parce que c'est très bon pour les articulations, donc pour les sportifs, pour tout ce qui est ligamentaire, etc. Exactement, moi qui me suis pété les ligaments croisés. Donc, c'est pas seulement pour les rides des femmes. Et puis, d'ailleurs, les hommes aujourd'hui s'entretiennent. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'ils sont tous beaux. Ils se sont fait beaux. Ils ont essayé. C'est vrai. Bien coiffé. Bon. Toi, t'es bien coiffé. Merci. Et donc voilà. Donc, j'ai essayé. Et puis, c'est vrai que j'ai trouvé une vraie différence. Et alors, l'avantage de ce collagène, c'est un collagène marin et qui est 100% fabriqué en France. Donc, c'est bien parce que... Bon produit. Oui, c'est un bon goût aussi. Oui, très bon. Plusieurs gammes, d'ailleurs. Et franchement, ça donne un côté plus élastique à la peau, plus hydraté. Repulpé, exactement. Et je pense que pour les articulations, ça a du bon aussi. J'ai commencé il y a quelques jours pour mes ligaments. On verra ce que ça donne. Pour les rides, on va attendre un peu. Hein. Ça devrait faire son effet aussi. Alors, c'est des cures de 1 mois, voilà. Et puis, David, au demeurant, est un jeune chef d'entreprise très sympathique. Et c'est voilà, au-delà de l'efficacité du produit, c'était un plaisir de collaborer, voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, là, ce qu'attendent les dames et les messieurs, hein, parce que je sais pas, c'est pas que pour les femmes finalement. Non, pas du tout. C'est moi j'ai des amis qui l'utilisent parce que justement ils font beaucoup de sport et que ça permet d'avoir une élasticité ligamentaire. Et oui. Ça, c'est important pour les grands sportifs. Qui est, voilà. Je ne suis pas. Hein, par contre, il faut le prendre régulièrement. Hein, sinon... Tous les jours. Oui. Il y a une seule gamme. Là, ce sont des sticks à boire dans quelques millilitres d'eau. Mais il y a d'autres produits dérivés ou pas non, de ce produit... le produit moment, collagène, c'est uniquement celui-ci. D'accord. Après... il y a d'autres produits qui sont produits par cette société de cosmétiques, mais qui sont plus des draineurs, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un produit pour la beauté, l'élasticité de la peau et des ligaments. Voilà. Alors, et je le conseille aux filles et aux garçons. Et en fait, l'avantage, on me demande toujours pourquoi... c'est vrai, je fais pas d'injection et tout ça. Ça fait au moins 5 ans que j'en ai pas fait. Tu vois. Félicitations. Mais non, mais parce que quelque part, il y a un côté systématique, moi, qui me saoule. Parce qu'une dépendance, tu vois, te dire, alors, si j'ai pas mon injection, je vais me prendre une ride. Alors, à un moment donné, il faut vivre aussi avec son âge. Exactement. Et voilà. Par contre, avoir une bonne hygiène de vie, je trouve que c'est bien. Voilà, faire du sport, transpirer, parce que tout ça, c'est un tout, en fait. Elle veut nous convaincre, hein, Eric. Elle a réussi, non? Le sport. Ah, moi, non. Non, hein. moi, je viens de m'y mettre, mais j'y suis allée qu'une fois. Ah ouais, J'ai imposé un quart d'heure de plus. Enfin, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Je voulais dire un truc, mais on va rappeler le nom, parce que comme ça, on pourrait croire que c'est Pop, mais non, c'est COP. C'est COP. C'est ça, avec un Q. COP.fr. Voilà. Ben, merci. Merci.
À lundi prochain. À bientôt. Oui, à très vite. Merci Douchka. Au revoir. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps pour présenter le plateau de oui, tout tu à vas l'heure. faire quoi dans ces émissions? Alors, l'émission L'Égérie, ça va être une émission de sujets de société. On va traiter différents sujets. Ça peut aller, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai une agence de rencontres à la base qui s'appelle Chasseurs de cœur. Donc, on va parler d'amour, de séduction. Et puis, j'ai créé un nouveau concept au mois de juin qui est créatrice de surprises, où là, je travaille un peu plus pour le couple, où je crée des surprises romantiques pour les couples, mais pas que, de l'événementiel. Donc, cette émission, elle va être basée, ça va être une émission pour vous, pour parler de vous, dans tout ce qui va vous faire du bien dans la vie de tous les jours. Ça peut être alors la culture, ce sera Douchka, ce sera dans son émission, mais moi ce sera peut-être, ça peut être du bien-être, on peut parler de l'enfance, on peut parler des personnes âgées, on peut parler de l'amour, de la séduction. Pourquoi tu m'as regardé quand tu as dit personnes âgées? Pourquoi t'as dit? Non, pas encore. Il me reste encore un an. Tu sais, il faut prendre la boîte. Je vais l'avaler d'un coup. Donc, il y aura différents sujets une fois par mois abordés. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à l'émission. Ce sera avec grand plaisir, suivant les thèmes qu'on vous accueillera au sein du plateau de l'Impact. Bon, mais on va démarrer avec 3 jeunes, comme a dit Douchka, beaux garçons. C'est ça. C'est toi qui le dis. Alors, tu nous les présentes? Alors, on a Magic Richie, Richard Alibert de son nom, mais son nom de scène, c'est Richie. Alors, le mieux placé pour en parler, ça va être toi-même. Oui. On va peut-être faire un tour de plateau avant. On a Xavier Bali, qui est DJ, vidéaste, entre autres. Tu développeras un petit peu tout ce que tu vas faire et ce que tu fais. Mais il y a plein de beaux projets en cours. Et on a Florian qui est là, que certaines ou certains vont peut-être reconnaître parce que c'est pas son premier passage sur les plateaux télé, mais il nous en dira plus tout à l'heure. Donc, honneur à toi, Xavier. On commence. Tu ouvres les hostilités. Mais du coup, je vais ouvrir. Donc, déjà, merci pour l'accueil. Merci à toi. Donc voilà, donc moi, je suis Xavier, je suis responsable événementiel donc, de ma société ACE83. Et aujourd'hui, je viens vous présenter donc un festival qu'on va monter donc, en partenariat avec Flo et l'association donc, Une Vie de Ouf. C'est pour ça qu'on a mis les pulls, les beaux pulls avec le petit Woofi qui est juste en haut. Et voilà, donc c'est un festival en fait, de musique électronique qui est en cours de préparation, mais qui a déjà bien évolué par rapport au réseau qui prend de plus en plus d'ampleur. Et en fait, c'est un festival de musique électronique où il y a 7 DJ locaux qui vont venir donc, le 30 juin 2022 au Château de la Castille, à l'Accro, que je pense que tout le monde connaît au niveau de la région, pour des promenades ou diverses choses. Et très bel espace. Ouais, voilà, il y a pas mal d'espace. Donc c'est pour ça qu'on veut faire un bel événement. Compliqué de gérer le son dedans, mais si c'est à l'intérieur. Ça sera à l'extérieur. Ça sera dehors. Ça sera à l'extérieur. Donc là, on n'a pas ce problème-là au moins. Et c'est vrai que donc on va mettre en place une belle scène, un beau plateau. On va faire un bel événement qui, donc, comme je vous disais, va réunir 7 gros DJ locaux. Alors, je ne peux pas trop en parler pour l'instant. On ne va rien dévoiler pour le moment. Il faut suivre, il faut s'abonner. On va pas spoiler les annonces qui vont être faites dans les prochains jours. C'est quelle date? Alors, donc, c'est le 30 juin 2022. Donc, le 13 juin, on fera un très très gros plateau avec grand plaisir. Au Lavandou, vous reviendrez. Au restaurant le Haut Blue, donc pleine plage. Donc, notez cette date pour être invité à l'émission. Et ça donnera l'occasion de retrouver quelques partenaires qu'on a eu l'occasion de voir et bien d'autres, donc qui pourront peut-être donner un coup de main à l'association Une Vie de Ouf. Donc tu peux nous parler un petit peu quand même? Avec grand plaisir. Donc le festival ASKIP est organisé pour l'association Une Vie de Ouf. Donc tous les profits nous seront reversés. Donc l'association Une Vie de Ouf, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui réalise le rêve en fait d'enfants malades, qui a été créée donc par moi-même en hommage à mon meilleur ami Jonathan, qui est décédé des suites d'une maladie génétique. Donc on a voulu lui rendre hommage au travers de cette association et depuis bientôt 5 ans maintenant, le temps passe vite, on réalise en fait le rêve d'enfants atteints de maladies orphelines. Donc ça peut être n'importe quel rêve de n'importe quel enfant résidant en France. Et donc pour réaliser les 3 prochains gros rêves, on organise ce fameux festival avec Xavier pour récolter un maximum de fonds et pouvoir réaliser le plus de rêves possible. Vous savez déjà les rêves qui vont être... Oui, on a le droit d'en parler ou pas? On a le droit d'en parler. Alors le rêve qu'on va réaliser en priorité, vu qu'il était prévu avant le Covid, enfin, ça fait 2 ans déjà qu'on l'a un peu en soute, c'est celui de Lilien, qui habite à La Seine, donc juste à côté. On lui fait un coucou. Voilà, et qui souhaite, en fait, il est fan de l'univers des pompiers,
Et son rêve, par-dessus tout, c'est de passer une journée avec les pompiers de New York. Voilà. À New York, carrément. Il ne fait pas les choses à moitié. C'est ça, d'où le festival de ouf qu'on en France, ils ne sont pas assez bien. C'est ça. Alors, il a déjà fait un peu toutes les casernes en France. Son papa se démène pour lui faire visiter les casernes de Marseille, etc. Et vraiment, son rêve, c'est d'aller à New York. Donc ça, voilà, c'est et après, le deuxième? Alors, le deuxième, c'est celui de Nelson, qui rêve en fait d'aller dans un parc d'attractions Lego, dans un Legoland, donc notamment celui du Danemark. On n'en a pas en France. Et le troisième, c'est celui de Ilyes, qui réside à Lille et qui souhaite passer une journée dans le gros zoo en Belgique. J'ai plus son nom, mais voilà. Après, c'est pas des petits rêves, hein, donc c'est super. Qu'est-ce que peut faire un magicien? De la magie. Ouais, voilà, tout le prend de cours là. Mais ouais, c'est vachement bien en tout cas. C'est bon, pompier de New York, voilà quoi, quand même. Hein. C'est bien d'avoir des gens se démener pour ce style d'opération. Oui, et puis moi, avant de rebondir sur la magie, j'avais d'autres questions. Bon, après, de toute façon, on est là pour un petit moment. Donc, bien sûr, le nerf de la guerre, ça va être quoi? L'argent, forcément. Finalement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc, comment on peut intervenir en tant qu'individu propre ou chef d'entreprise? Voilà. Au niveau de l'association de Vidéouf, il y a plusieurs moyens. On peut adhérer à l'association, on peut faire un don individuel, on peut également faire un don en tant qu'entreprise. On peut délivrer des reçus fiscaux, donc pour les personnes individuelles et les entreprises. Oui, il faut savoir que vous êtes exonéré d'impôts au-delà de 60%, 66% pour les individuels. Donc, ce n'est pas négligeable. Exactement. Il y a ces moyens-là et on peut également, pour les entreprises, faire des partenariats sous n'importe quel format. On peut, par exemple, organiser des ventes solidaires sur des produits, des fins de série, etc., pour récolter les fonds des ventes. Tous les moyens sont bons pour récolter. J'ai parlé de l'auto tout à l'heure. Peut-être que ça peut être une bonne bonne idée aussi. Hein, c'est moins fun que le festival, mais bon, ça fonctionne. C'est ça. Donc, et la magie peut faire partie d'un rêve d'enfant, pourquoi pas? Oui, surtout que... Alors, est-ce que j'ai le droit de spoiler qu'il y aura quand même quelque chose sur le festival aussi, hein? Quand même, t'en feras partie. Ça, on peut en parler parce qu'il y a quand même un lien entre nous trois. Voilà, c'est ça. Oui, sinon vous ne seriez pas là. Entre les pompiers et le fait que je crache du feu. Mais pas encore à New York. Moi qui suis fan d'Amérique en plus, forcément quoi. C'est ça. C'était un beau rêve. Oui, parce que toi tu fais de la magie, mais pas que. Mais pas que. Je crache du feu aussi. Je fais de la magie sur échasse aussi. Donc je suis échassier. Souvent on dit échassier, gens. Métier très risqué, hein. Il paraît. Parfois. Mais ça va, pour l'instant je le porte bien. Ça va. Donc par rapport au festival, donc oui effectivement il y a des chances en tout cas qu'il y ait des petites performances qui apparaissent au milieu de ce festival électronique. Parce que quand on dit festival électronique et grosse musique, la magie c'est un peu plus compliqué de l'amener forcément. Oui. Parce que on est en mode Pompidop quoi. Mais des petites flammes qui vont apparaître à droite à gauche, ça je pense que ça pourrait être cool. Donc, oui, on est forcément. en pleine aussi dessus. Ça va bien dans le thème techno, avec tout, voilà, l'ambiance qu'il y aura en tout cas, ça va être sympa. Il faut bien réserver la date. Et donc le nom des 7 DJ? C'est secret. Tu vas peut-être les avoir. C'est ce que j'allais dire. Alors, je vais retenter quand même. On peut vous en annoncer Il y en a Il y en a un et qui est vraiment très important parce que c'est un DJ qui est purement régional et qui est toujours resté dans la région malgré sa tournée internationale. Donc celui-là, il a été annoncé hier. Donc celui-là, je peux l'annoncer déjà avant d'annoncer les autres. Mais c'est déjà John Revox que je pense tout le monde connaît. Tout le monde a dansé sur ses sons. Il sera là la semaine prochaine. Ça tombe parfaitement bien. Donc voilà, lui déjà, il sera là. En tête d'affiche sur notre festival. Donc il y aura encore un petit peu de com la semaine prochaine sur l'association. Super. Et au niveau de la magie, toi, alors c'est quoi le métier? Comment ça t'est venu le métier de magicien? Ça fait longtemps que tu en fais? Comment ça m'est venu le métier de magicien? Ça fait presque 20 ans maintenant. Donc quoi, ça ne rajeunit pas. J'étais disque jockey à la base. Le premier métier, disque jockey, mais du coup l'évolution dans l'événementiel a fait que j'ai arrêté pour faire de la magie. Parce qu'entre deux, j'ai vu un magicien un jour et que du coup j'ai trouvé ça trop kiffant. Ce concept de finalement d'aller vers les gens et de leur faire une animation partage. Et voilà c'est ça, d'un échange en fait qui se crée instantanément quand tu dis je veux faire de la magie, waouh, vas-y fais-nous un tour. Et ça c'est cool. Et en fait j'ai kiffé cette idée et donc de là j'ai commencé à apprendre la magie, ça a évolué. Au début voilà je faisais un peu les deux, DJ et magie, et puis tac la balance a changé et puis maintenant plus que la magie. Ta clientèle principale, tu la trouves comment? On vient à toi et quel type d'événement tu couvres? La clientèle, ça évolue tout le temps, parce que là j'ai envie de dire que maintenant les réseaux sociaux quand même portent beaucoup. Donc, c'est vrai, on est obligé. Je ne me suis pas encore mis à TikTok pour ceux qui... Ça va pas tarder. Qui m'en parlent et qui me disent il faut que tu te mettes à TikTok. Mais j'ai encore du mal.
Je suis plus photo que vidéo. Moi aussi, je te rassure. Ouais, dans mon esprit artistique, je suis plus photo que vidéo. Donc c'est pour ça. Mais du coup, voilà, donc beaucoup d'Instagram. Moi, je fais beaucoup de photos. Ça fonctionne bien, mais après, quel style de demande tu peux avoir? Un anniversaire? Oui, voilà. Donc on a vraiment le côté particulier. Donc la soirée privée, un anniversaire, un mariage. Ça, c'est forcément. Et le professionnel. On a quand même beaucoup de professionnels. Donc tout ce qui va être séminaire. Les entreprises cherchent beaucoup, et encore plus avec le Covid maintenant, de recréer de la cohésion au niveau des équipes, puisque forcément elles ont été vachement distancées. Et ben du coup, des fois, de faire un petit événement et de rajouter un magicien qui va un peu briser la glace, qui va rapprocher un peu les gens, parce que l'idée quand on fait de la magie, c'est aussi créer au du départ lien. De faire de la magie à une personne, mais de jouer avec tous ceux qui sont autour. Donc en fait, voilà, on regroupe les gens. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui me disaient, lorsque je présente des événements, je propose une prestation de magie, on me dit « Ah bah non, j'aime pas, c'est ringard ou quoi que ce soit », mais c'est parce qu'ils ont l'impression que le magicien va faire son show là et que tout le monde va regarder. Aujourd'hui, le close-up, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle le close-up. C'est on va vers des groupes de 3-4 personnes où tu vas faire des démonstrations différentes ou pas, et ça crée justement des éclats de rire en général. On a l'habitude, puisque nous on fait beaucoup de réseaux professionnels ensemble, donc je connais bien ce qu'il fait. Ouais, c'est même pour ça que souvent j'utilise le terme illusionniste plus que magicien maintenant, parce que du coup dessus pour les gens illusionnistes on tape un peu plus sur le haut de gamme et en plus sur le côté adulte. C'est ça que moi souvent je dis aux gens, j'aime pas les enfants, voilà. Je les fais rire là-dessus parce que même si c'est pas vrai. C'est un bon départ. Mais au moins tu vois dans l'esprit de brise-glace, boum. Moi j'aime pas les ados donc. Et toi au niveau événementiel, qu'est-ce que tu construis? Alors moi, donc c'est tout type d'événementiel. En fait, on peut partir vraiment du simple DJ, un peu comme tous les DJ de la région, hein, donc avec pour un bar, une avant-boîte, une boîte, donc le simple DJ de base, comme un événement complet, comme le festival à Skip, et où là on part de zéro, d'un champ de terre, on va dire, et jusqu'à la création, faire venir les partenaires, la logistique, tout le festival complet, en partant, comme je vous dis, d'un morceau de terre. De morceaux de terre. Donc matériel, son, lumière. Son, lumière, technique, autant nourriture, boisson, communication, sécurité aussi, parce que c'est très important sur le festival. Donc on part vraiment de rien et on crée tout. Voilà, là justement, quels sont vos moyens de communication pour le festival? Donc je prends la question, on utilise les moyens de communication traditionnels actuels, Facebook, Instagram. Alors, on ne s'est pas mis non plus à TikTok. Pas encore. Pas encore. On est ringard pour la deuxième édition. Et voilà, via YouTube aussi, on a une chaîne YouTube. D'accord, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça, donc on a 2 comptes, une Vidéouf et à Skip. Donc, et toi, en dehors de ça, tu as un métier dont tu as envie de parler ou non, tu ne fais pas du tout partie de l'événementiel? Pas du tout. Donc, après, on peut dire quand même, pour les personnes qui te reconnaissent, voilà, on peut en parler. C'était pas le but, mais on peut en parler. Si, quand même, j'y tiens. Tu as participé à l'émission Mariée au premier regard. Exactement, ça commence à dater ça aussi. Et en fait, c'est suite à l'émission Mariée au premier regard, donc c'était la saison 2. Je l'avais vu, j'avais pleuré. D'accord, il y avait Jonathan. J'ai vu, oui. D'accord. Je sais, je l'avais vu. Et donc c'est parti de là, en fait, 1 mois et demi après le mariage télévisé, Jonathan est décédé à l'âge de 32 ans. Et voilà, entre ce moment-là et la diffusion des épisodes, voilà, je me suis dit, là, faut cravacher, sortir l'association avant. Tu l'as fait avec ses parents, finalement? Exactement, donc c'est vraiment une association familiale où sa mère est la vice-présidente, ma mère est la secrétaire, enfin. Et d'où le nom Une vie de ouf, parce que moi j'ai regardé la petite présentation de Jonathan, et c'était quelqu'un d'exceptionnel. Exactement, et on ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Non, c'est sûr, il fallait continuer ce que lui a commencé de créer. Il était un peu barré. Hein. Un petit peu, voilà, et on essaie de... Mais Xavier aussi, dans le genre, est pas mal. Mais je connais un peu Xavier. Alors là on est calme aujourd'hui, mais on se défoulera le 30 juin. C'est ça. Oui, ou après l'émission. Ou après l'émission. Et ça ne nous dit toujours pas ce que tu fais? Ce que je fais dans la vie, je suis directeur de plusieurs établissements hôteliers. Voilà. Pour une entreprise, mais c'est vrai que je ne communique pas sur le nom. Voilà. Non, on n'est pas obligé, mais bon, voilà. Il y a le côté fun et le côté il y a le côté pro, sérieux. Et après le côté fun au travers de l'association et ce qu'on est en train d'organiser. Ouais. Ah bah là, c'est un sacré boulot. Vous avez commencé quand à organiser ce festival? On en a parlé cet été, ensemble. C'est parti. Et d'ailleurs, vous êtes rencontrés comment? Voilà, exactement. Voilà. Mais complètement par hasard. En fait, j'organisais une soirée, donc justement, au camping le Beauvaisis qui est à Carcarne. On l'a fait un petit peu de pub au cas où. On peut. Et en fait, par l'intermédiaire d'une amie en commun, elle est venue me présenter donc, le projet en me disant, voilà, j'ai un ami à te présenter, vous allez vous entendre sur toute la ligne.
Voilà, on veut te parler d'un gros projet qu'on souhaite faire. Et comme par rapport à mon réseau, par rapport à ce que je fais déjà dans la vie, ça pourrait coller à l'association. Et quand on m'a parlé de suite accomplissement de rêve d'enfant malade, j'ai dit on s'engage dans quoi que ce soit. On lance la machine. Et après c'est parti de là. Quelle est la demande qui n'a pas pu être exaucée pour un enfant? À l'heure actuelle, on a réussi à réaliser tous les rêves. D'accord. Il y a eu quoi comme rêve? Il y en a eu une douzaine. Le tout premier, c'était le rêve d'Atina qui vit à Monaco et qui est fan de l'univers Harry Potter et qui en fait souhaitait visiter à Londres les studios de la saga Harry Potter, les studios d'enregistrement. Et donc ça a été le tout premier rêve de l'association en 2018. On est monté à Londres réaliser son rêve et c'était un week-end magique. Donc ça fait, puis c'est plein d'émotions. C'est plein d'émotions au travers de l'enfant. Si on compte le Covid, si on compte le Covid, ça fait quoi? Ça fait 4 ou 5 rêves par an, pratiquement. Oui, en moyenne. C'est ça. C'est pas rien organisé. Oui, c'était compliqué et on a pris pas mal de retard justement sur le rêve de Lilien, etc. Et pareil, en termes de récolte de fonds, etc., ça nous a mis quand même. Et comment 2 ans, vous contactent ces parents? Toute association ou tout enfant malade peut vous contacter ou... Exactement. Notre objectif, en fait, c'est de se faire connaître au travers des réseaux sociaux et par les familles, justement. Et le but, vraiment, c'est d'organiser les rêves sous forme de surprise. Donc, il faut vraiment que l'enfant, jusqu'au dernier moment, soit pas au courant. Et donc, les parents ou les marraines nous contactent via le site internet de l'association ou via les réseaux sociaux. Et on essaye de monter les rêves en partant de rien, d'une feuille blanche et d'arriver. Alors, avec Xavier, on a organisé ensemble, donc Xavier est grand fan de voitures aussi. Oui, je l'ai vu. Et récemment, on a réussi à organiser la rencontre d'un enfant de Mulhouse, dans l'est de la France, avec l'influenceur GMK à Monaco. Que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Oui, voilà. Mais donc c'est dans le domaine de l'automobile. Et c'était son rêve de le rencontrer et la rencontre a été formidable. Avec les larmes des parents et ça n'a pas de prix. De toute façon, on ne fait que pleurer. Moi, je travaille avec le handicap aussi et c'est vrai que je suis investie et à chaque fois, c'est des boules d'émotion et on ne fait que pleurer. Ça va, vous n'êtes pas maquillée, mais bon. On a arrêté. C'est ça, on a arrêté. Ah, c'est pour ça. Je me disais aussi. On n'a pas besoin de maquillage ni de collagène. Ah là, c'est petit ça, c'est petit, Eric. Je t'aurais jusqu'à... Et toi, en termes de magie, tu as eu un moment particulier qui t'a ému. Waouh. Là, comme ça, je t'avoue que tu me prends de court. Il en fait tellement. Non, c'est pas j'en fais tellement, mais un truc vraiment qui se démarquerait. Non, c'est vrai qu'en fait, tu as des réactions différentes entre les enfants et les adultes. Voilà, la magie fait réagir les gens et de manière très différente. Mais ouais, je dirais en fait peut-être que une de mes grandes surprises, en tout cas, voilà, on parle d'Amérique, c'est que tu fais de la magie à des Américains et les réactions qu'ils peuvent avoir sont tellement démesurées par rapport aux Français, c'est un truc de fou. C'est que vraiment, en fait, quand tu vois des vidéos de magiciens qui font des vidéos comme ça là-bas en Amérique, que tu vois les gens comme ils crient, qui sont capables de courir, de partir à droite à gauche, tu te dis, c'est surjoué. Ils sont beaucoup plus expressifs. En fait, pour l'avoir vécu, en fait, c'est vrai. Et la première fois que ça t'arrive, tu fais, qu'est-ce qui arrive? Je suis pas habitué là. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose quand même qui te marque. Tu te dis, waouh, que la magie, ça peut aller très très loin quand même. Pour en tout cas faire rêver les gens et les faire partir ailleurs, quoi. C'est un petit moment d'évasion aussi. Ouais, exactement. Toi, c'est ton métier de faire rêver les gens, parce que monter des scènes pour des artistes c'est un rêve quand les gens arrivent et qu'ils voient une scène et que tout est au cordeau, même si des fois on a peur. Ouais. Un de tes meilleurs souvenirs? Alors, meilleur souvenir, c'est un peu comme Rich en fait, c'est un peu pris de court. Meilleur souvenir déjà, c'est d'avoir déjà le remerciement des gens à la fin, déjà de voir qu'ils s'amusent. Qui sont là pour profiter, qui sont là pour s'amuser avec toutes les périodes qu'on a passées, le Covid, l'après-Covid, les confinements, pas confinements, le masque, etc. On s'en sort. Quand on voit déjà le masque qui tombe, c'est le cas de dire. Bien, hein. Ça fait vraiment du bien. Et quand on fait des vidéos nous-mêmes pour nous et qu'on voit déjà les gens s'amuser, c'est déjà un souvenir énorme. Et on se dit, c'est bon, marché conclu. Donc nous, j'ai pas de souvenir particulier de quelque chose qui s'est super bien passé ou un truc qui m'a marqué, mais j'en ai en fait tellement qu'on va dire à chaque fois que je vois que les gens sont... C'est à chaque fois un bon souvenir. Voilà, c'est ça. On veut chaque fois revenir, on veut re-signer avec le contrat avec le bar ou autre et pour faire encore plus et encore mieux.
C'est de l'adrénaline. Alors la fille galère, alors ça par contre on pourrait écrire un livre. Ouais. On pourrait écrire un livre. Ça se passe beaucoup dans les soirées privées par contre. Les galères, c'est pas les plus gros événements. Ouais. Alors c'est vrai que là avec Flo, on rencontre des galères. Ça serait beaucoup trop facile et il y aurait beaucoup plus de festivals s'il n'y avait pas de galères. Mais on va dire la plus grosse galère, c'est l'accident qui se passe devant nous, qui plombe la soirée, un peu trop alcoolisé. Donc on va pas faire de la promo pour l'alcool, au contraire. Qui renverse son verre sur ta platine. Bon, alors ça c'est le drame côté technique, mais quand on a vraiment des gros accidents sur l'événement qui plombent la soirée, là je vous garantis que pour faire repartir c'est compliqué. Faut ramer. Donc ouais voilà, là on sort les rames, on sort les meilleures playlists qu'on a et on repart. Toi tu as déjà eu des galères? Ouais, j'en ai une qui m'a marqué un jour quand même. Ça, pour le coup, c'est pareil. Je pense qu'avec Xavier, si tu cherches un petit peu très très vite, ça peut fuser. Mais c'est tout au début, quand je commençais, ça m'avait choqué parce que en fait, je vais sur un mariage, en fait, comme ça, dire à une personne, wouhou, bon, je suis magicien, je vous fais de la magie. Et la personne, elle s'éloigne de moi, elle fait, ah non, pas de la magie noire. et là, t'es... Ah bah ouais. Voilà. Ouais. Non, ça m'a c'est une fait petite flipper. anecdote. Ah ouais, mais grave. Ah oui, elle est plutôt drôle. Oui. Donc une vie de ouf. On se retrouve le 13 juin. Avec grand plaisir. Et il y aura tous les gars que tu avais vus au karting. Hein. Ouais. Donc, et on verra ce qu'on peut faire. Génial. Hein, ok. Super. Merci. Oui, puis encore, en attendant, de toute façon, on vous suit sur les réseaux, on va partager tout ce qui se passe et voilà. Et venez nombreux le 30 juin à la Castille. Hein. De toute façon, vous ne serez pas déçus. Ça va être une vie de ouf, mais pour une soirée et pour le bien des enfants et réaliser leurs rêves. Donc, soyez présents. Je viens de recevoir un message. Tu as déjà un chèque de 300 €. C'est vrai. D'accord. Oui, je mens pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai un gros défaut, je ne mens pas. Très bien. Merci. C'est un vieux truc, un très vieux truc. Très bien. Voilà, d'une fille très jalouse qui chaque fois m'embêtait. Et un jour, je lui ai dit la vérité. Elle m'a dit arrête de me dire des bêtises. Donc voilà, comme ça, c'était fait. Depuis, je mens plus. D'accord, voilà. parfait. Mais il faut pas. Des fois, je brode parce que je suis marseillais. Mais voilà, je mens pas. disais. Non, voilà. Donc, ok. Donc voilà, c'est le début d'une belle aventure. Et, on va prévenir Thibaut qu'on va se séparer pour un deuxième plateau. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir remerciés. Vous restez là. Très vite. Merci pour votre accueil. Et puis, on va accueillir la suite. C'est ça. Merci. Merci à vous. Toi à moi? Toi l'honneur, non? Je sais pas, on ben a failli aller ensemble. Oui, donc notre deuxième plateau où on accueille Eric et Nella pour parler de danse latine et de bachata, c'est ça? C'est ça. Et puis on accueille aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Eric Venezia, pour parler de voix différentes. Surprenante. C'est ça, on va commencer par toi, Eric. D'ailleurs, on a eu l'occasion de collaborer il n'y a pas très longtemps. Exact, Audrey, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que moi, étant créatrice de surprises, j'ai toutes sortes de demandes, parfois extravagantes. Et un jour, j'ai un monsieur qui m'appelle et il me dit
J'ai envie de fêter les 100 ans de ma mère et je veux... 100 ans Oui, 100 ans, ouais. 100 ans et je veux un chanteur d'opéra. Je dis, il y en a un que je connais particulièrement, c'est Eric. Donc je l'appelle et il m'a fait le plaisir de relever ce défi. Il est allé pour les 100 ans de cette dame. Qui est une dame charmante avec une énergie. Pianiste. C'est ça, exactement. Oui. Voilà, faire une petite prestation et on lui souhaite à cette dame de vivre encore très longtemps. Elle a une énergie débordante. Elle a beaucoup apprécié en tout cas. Voilà. J'ai été ravi, je te remercie d'ailleurs. Je t'en prie. Et c'est vrai que l'art lyrique de nos jours, malheureusement, il n'est pas assez mis en valeur. Tu vois. On a la chance d'avoir l'Opéra de Toulon, mais après, dans tout ce qui est tournée d'été, etc., on met principalement le jazz en avant, les chanteurs de variété, toutes les têtes d'affiches nationales, locales, etc. Et c'est difficile... de sortir de l'opéra, c'est ça que c'est tu veux ça, nous dire. Dès qu'on parle d'opéra, on dit alors que les gens... Quand vous sortez de l'opéra, tous les gens qui vous conditionnent pour l'opéra ou qui s'occupent d'opéra vous banalisent et vous sortent. Donc c'est comme le golf, c'est une élite. Et alors que le jazz s'est démocratisé. Oui, tout à fait. Est parti dans la rue avec des festivals dans la rue. Exact. Les gens qui n'avaient jamais écouté du jazz parce qu'ils pensaient que c'était trop compliqué, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais aujourd'hui, écouter un ténor, il faut les faire descendre dans la rue, un spectacle gratuit. Oui, tout à fait. C'est ce genre d'événement. Mais peut-être que si vous faites ça, ça va être chaud quand même. Ouais, c'est vrai. Ça va être chaud. Ouais. Bon, on n'a pas besoin de sono, rien du tout. Je crois que ça va être compliqué. Je pense, oui. Parce que il faut tester. Il y a Aix-en-Provence qui s'est testé dans ce genre de choses. Ouais. Aix aime bien ce genre de challenge. Ouais. Et l'a fait, c'est vrai, et ça marche toujours depuis. Mais bon, ils le font plus sur de la mélodie, des chanteurs d'opérette, etc. Mais réellement, l'opéra, c'est... il faut le personne tenter, n'a il faut tenté, essayer d'y mettre 3-4 morceaux connus. Des standards, Des standards connus. Un d'il y a 50 ans, un d'il y a 30 ans, un de 20 ans et un actuel. Bien sûr. Voilà, pour que les gens puissent... parce que pas tout le monde a la chance d'avoir des gens autour de soi qui vous font découvrir l'opéra. Non, exactement. Comme j'ai pas envie de me suicider, je suis toujours pas allé. Mais par contre, j'ai acheté un CD. Pas le tien, par contre. Ah, dommage. Un CD. J'ai jamais offert, c'est vrai. C'est ça. Et sur Spotify, j'écoute de temps en temps de l'opéra. D'accord. Voilà. J'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me fait un peu écouter autre chose. Ce monde-là, découvrir ce monde-là. Pas tout le monde a la chance de pouvoir rencontrer des gens qui te font découvrir autre chose. C'est ça, oui. Et surtout apprécier, quoi. Et apprécier. Voilà. Alors toi, ça t'est venu comment ? Tu as commencé à quel âge et qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration d'en arriver là ? En fait, j'imagine que c'est un long parcours. Oui, exactement. Ouais, ça vient de... Mes parents chantaient le matin, etc. C'était des Italiens, Siciliens et ça. Moi, je chante, mais... Ouais, ils chantaient beaucoup à la maison, etc. Et après, mon frère est rentré, c'était le premier élève à Alice Donna et à Laurent Boyer, qui avaient créé la Star Academy de l'époque. Et mon frère faisait partie de ces gens-là. Et un jour, il a eu un problème de voix et mon frère est allé consulter. Bon, enfin, il s'est mis dans le monde de l'opéra et il m'y a amené après petit à petit. J'ai fréquenté ses professeurs et je me suis découvert une voix d'opéra. Voilà. Après, je reviens quelques secondes sur ce qu'on disait juste avant. C'est compliqué de s'identifier à l'opéra parce que tout le monde chante dans sa salle de bain. Oui. Tout le monde fait du karaoké. Exactement. Je trouve que même c'est l'invention du siècle. À l'époque, il y avait le fax. Moi, je ne fais pas de karaoké. Je sais que toi, tu t'y tentes. Je t'ai vu chez Sam. Non, mais je chante très mal. Donc, et là, on a du mal parce que là, même dans la salle de bain, c'est compliqué. Hein. Exactement. Si tu permets, Eric, je vais rebondir. C'est comme la bachata. Hein. Ouais. Même dans la salle de bain, on risque de glisser. On risque l'accident majeur. On risque d'accident majeur. Et si tu permets, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Et l'autre jour, j'ai constaté ce que tu me dis là, parce que dans une grande émission nationale qu'on voit le samedi soir, où on met les voix en avant, il y a un garçon qui arrive et qui s'identifie à un ténor d'opéra, et il a chanté un ordre d'opéra très très mal. Faut pas faire ça. Parce que ça casse notre métier, qui est un véritable métier, quoi. Je veux dire. Quand on prend Luciano Pavarotti, par exemple, il n'a pas été star comme ça du jour au lendemain. Il a vraiment eu les plus grands maestries, il fait partie d'une tradition. Il ne s'est pas retrouvé devant le public comme ça par hasard, et il n'a pas séduit le public du monde entier par hasard. Donc il a respecté tout un cahier des charges, j'allais dire, lyrique, opéra, et est devenu Pavarotti. On ne devient pas comme ça chanteur d'opéra, tout ça parce qu'on sait chanter Rigoletto. Et ça demande quoi comme effort, comme travail, comme particularité ? Tout le monde ne peut pas devenir chanteur d'opéra, alors ? C'est-à-dire que oui, on peut devenir chanteur d'opéra, mais ça demande extrêmement
beaucoup de travail. Il y a des personnes qui ont plus de capacité que d'autres, certainement. Oui, bien sûr, on sait tous marcher, et il y en a qui marchent plus vite que d'autres, courent plus vite que d'autres. C'est un peu le même principe, quoi. Mais pour être chanteur d'opéra, il faut quand même avoir des qualités, des prédispositions, et voilà, quoi. On ne s'improvise pas comme ça, quoi. Je veux dire, non, mais même si on parle de j'ai perdu le nom. T'as perdu de Pavarotti. Pavarotti. Oui. Ça m'impressionne pas. Ça t'impressionne pas. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'a aucune émotion. C'est vrai. Aucune émotion. Alors, si tu permets, je vais rebondir sur ce que tu dis aussi. Non, mais on est là pour changer. Là, il faut savoir que l'art lyrique n'est pas lié à l'émotion. L'art lyrique, il amène quelque chose, une dimension humaine. C'est-à-dire, c'est lequel ? C'est la noblesse du sentiment. C'est-à-dire qu'un chanteur d'opéra, souvent, on dit « Tiens, il a transmis de l'émotion, regarde ça ». Or, le chanteur d'opéra doit amener la noblesse du sentiment et pas l'émotion du sentiment. Donc, tu vois, c'est deux choses différentes. J'apprends quelque chose. Et voilà, quoi. Par exemple, je te donne un exemple, puisqu'on parlait de la Donna Immobile. Il y a beaucoup... Alors, moi, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est assez flagrant. Il y a pas mal de ténors qui arrivent et qui te chantent la Donna Immobile. Vous allez vite comprendre, vous allez voir. La Donna Immobile, qual più mal vento. On les voit comme ça, il y en a plein qui défilent sur les plateaux de télé. Alors que Rigoletto, le duc de Mantoue, c'était un homme qui était, c'était un peu le Poutine de l'époque, j'allais dire. Il avait le droit de cuissage, il avait le droit, Vladimir, si tu nous vois. Il avait le droit de cuissage, il avait le droit de vie, de mort, etc. Et donc ce personnage-là, on ne peut pas le traduire par ce genre de voix. Donc je vais te donner l'exemple de sa voix qu'il devrait avoir. Tu vas comprendre de suite la différence. C'est la donna mobile, qual più mal vento. Et pas une voix vulgaire. La donna mobile. Ouais. Voilà. Et il y en a plein c'est la voix de quartier, quoi. Voilà. Et c'est ça que tu veux dire. Il y a plein de gens qui chantent comme ça. Et même dans des artistes. Non, moi, je chante même pas comme ça. Voilà. C'est ce que je te disais, tu vois, c'est la noblesse, amener en permanence la noblesse, le personnage. Alagna et ses compères, c'est de la noblesse. Question suivante. Il veut te piéger. Donc, écoute, on reviendra vers toi. On m'envoie des textos en me disant que j'ai pas de culture musicale. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai pas allumé. Alors, réponds-leur que comme quoi tu as du goût. Tu dis, mais quelle musique? Mais voilà, justement, pour moi, c'est pas de la musique. Hors plateau. Ah ouais? D'accord. On revient vers toi après. On va passer un petit peu à Eric et Enella, qui sont tous de rose vêtus. Ils nous ont mis de la couleur dans nos yeux aujourd'hui. C'est vrai que dans notre cœur aussi. Ça envoie, hein. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, la bachata, c'est quoi? Alors, la bachata, déjà, c'est une danse latine, donc qui est aussi ma passion, et comme la passion de beaucoup de personnes d'ailleurs. Et donc, le but, c'est de faire partager donc, cette passion. Ça t'est venu comment, toi aussi? Ça fait longtemps que tu danses? Alors, je danse depuis un peu plus de 20 ans, et ça fait à peu près une dizaine d'années que je donne des cours. D'accord. Alors, comment c'est venu? C'est un truc tout bête. À l'époque, il y avait ce journal, le 83. Je pense que tout le monde... Il existe. Je ne sais pas s'il existe toujours. Non, c'est moi qui l'ai enterré. Tu m'as rappelé des souvenirs. Donc, j'ai ouvert donc, ce journal et en fait, il y avait une pub d'une école de danse. Et je dis pourquoi pas. Donc, j'ai dit, je vais essayer. Bon, j'ai juste fait 15 fois le tour de l'établissement avant de rentrer parce qu'il y a toujours ce côté un peu j'y vais pas. Un peu timide. Ouais, mais c'est ça en fait. Donc, au début, les gens me regardaient un peu bizarre parce que je tournais autour. Et je suis allé, et en fait, j'ai dit voilà, c'est pour un cours d'essai, je veux savoir un petit peu, mais allez-y. J'ai dit non, oui, non. Enfin, en fait, je suis allé, j'ai commencé, puis j'ai plus jamais arrêté en fait. En fait, j'ai pris goût. Moi, déjà, à la base, j'adore la musique, et quand j'ai commencé à danser, donc, là, il m'est venu cette passion, et que je cultive sans arrêt, je m'enrichis, c'est une passion, et surtout, ce côté de partage, ce que j'apprends, j'aime le transmettre aux autres personnes. Et leur faire découvrir, parce qu'au début, tout le monde a toujours les mêmes réflexions. J'ai peur, j'ai pas le rythme, je suis raide, je suis ci, je suis là. Et en fait, il faut essayer, parce qu'on ne peut pas dire « j'aime pas » tant qu'on n'a pas essayé. C'est comme la nourriture. Voilà. Ouais, maintenant, on fait, et là on dit « j'aime pas », on peut le comprendre. Mais avant, on ne peut pas le dire « j'aime pas ». Enfin, c'est mon opinion personnelle. Sauf si les personnes qui ne sont pas du tout douées ou attirées par la danse, quand même... Tout ça, je pense que même s'ils ne sont pas doués, on ne sait pas si on est doué ou pas en fait, mais il faut essayer avant de. Enfin, je pense qu'il faut essayer avant de dire je ne suis pas doué.
Après, il faut un certain temps. Après, comme on n'a rien sans rien. Des gens, c'est comme il y a des personnes. On n'est pas doué, on n'est pas doué. Non, mais il y a des personnes qui il va te faire une démo, tu vas voir. Oui, il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres, mais il y a un temps d'adaptation. Personne, tout le monde serait tous au top, en fait. Oui. Je pense. Je suis pas obligé de danser de danser pour être au top. Je me sens bien au top. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis tranquille avec moi-même. Mais c'est ouvert à tout le monde, quoi. Oui, je pense qu'il faut essayer avant de dire j'aime pas, ou j'y arrive pas, ou je suis ci. Non, mais il faut se sentir attiré, ne serait-ce que par ce rythme musical. On l'aime ou on l'aime pas aussi. Voilà, après, je respecte les gens choses. peut-être qui n'aiment pas la musique, qui n'aiment pas le danser, je respecte. Après, ça, on est libre. Mais avant de dire j'aime pas, je pense que il faut essayer. Et après, on dit j'aime pas. Et là, on a une opinion vraiment. Et donc, tu es venu avec Nella. Avec Nella, qui est depuis pas très longtemps ma partenaire de danse. Depuis 2 mois et demi. Donc, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail, ouais. Ça paraît pas, mais beaucoup de travail. Mais c'est une danse qui est juste exceptionnelle, qui est très agréable à danser, qui favorise le contact avec les autres. On donne des cours de bachata au Maïlis à Toulon les mardis à 19h. D'ailleurs, voilà, donc, Fred et toute l'équipe. Ceux qui veulent venir, soyez les bienvenus. C'est le mardi soir à 19h. C'est ça. C'est ça, exactement. Je travaille souvent le mardi soir. Je suis pris tous les mardis. Mais tu peux venir, pas de problème. J'ai football. C'est pas grave, mais après alors non. Non, mais je viendrai un jour. Comment on vient à cette danse? À se lancer. À se lancer et à cette danse, oui. Alors moi, ça faisait un moment que cette danse m'a tirée. J'ai vécu en République dominicaine pendant 2 ans. Là-bas, les gens dansent la bachata, mais tellement bien que du coup, on n'ose pas y aller. Et il y a 2 mois et demi, j'ai lancé une annonce sur Facebook. Je cherche professeur de bachata et je suis tombée donc sur Eric. Oh, Eric, t'es tombée dessus. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Et du coup, voilà, donc il me forme à la bachata et ça se passe super bien. Et donc les cours, en ce moment, tu en donnes qu'au Maïlis ou tu as d'autres Non, j'en donne sur Bormes et Mimosa. À Bormes, pardon. Bormes et Mimosa. À Toulon, au Maïlis Café et à Sanary aussi. D'accord. Voilà, et tu fais beaucoup de stages. Et là, je viens de lancer un nouveau cours avec une personne à Cavalère, Martha, qui est une Polonaise, qui est une danseuse professionnelle. Et voilà, donc on démarre ce vendredi, car elle a déjà commencé, donc je viens de me greffer en fait. Suite à d'autres événements, style événements sur des yachts, des hôtels, des campings. Donc tout ça se met en place. Tu renouvelles, on va dire. Voilà, donc on avance. Et avec Nella, ce qu'on est en train de faire en projet, c'est des ouvertures de bal aussi, dans le latino. Donc ça sera en place sur l'année prochaine, parce qu'il y a un temps de préparation, de projet, tout ça. Que vous allez faire vous ou que vous apprenez au couple pour les ouvertures de bal? On va apprendre, voilà, pour les ouvertures de bal. Il y aura... Comme on a vu dans une certaine émission. Voilà, au lieu qu'il fasse une valse, ça sera le côté latino. Oui, pour les ouvertures de bal, de mariage. C'est qui est beaucoup plus actuel et dans la tendance de notre époque. On revient vers Est-ce qu'on arrive à faire danser les gens à l'opéra? Oui. Oui. Tu nous dis la vérité? Oui. Bon, on est plus sur des valses, des choses comme ça, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Mais là, par exemple, on a fait un spectacle, c'est Wonderful Town, qui se passe en Amérique, qui est passé à la télé il y a 1 an de ça, au mois de décembre, et où on dansait dans les quartiers américains, voilà, quoi. On arrive aussi, à danser et chanter en même temps, quoi. On a des comédies musicales quand même aussi. Et puis, il n'y a pas que la voix, parce que lorsque tu montes sur scène, tu as parfois aussi des costumes. Oui, c'est ça. Tu as des mises en scène qui sont présentes. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, quand on attaque un spectacle, on a à peu près 1 semaine à 2 semaines de mise en scène tous les jours. Et après, donc, on finalise avec la première, quoi. Mais par exemple, dans les spectacles modernes, on a pas mal de pas de danse à faire, etc., quoi. On est proche de la comédie musicale américaine, souvent. Mais voilà. Sinon, après, dans le... bien, quoi. Oui, ça va bien, ça se marie super bien. Ouais. Sinon, après, des fois, on a les opéras plus classiques, les opérettes plus classiques, et là, c'est du style viennois, du Strauss, des trucs comme ça, quoi, où c'est de la valse, etc. Puis on arrive à bien mélanger aujourd'hui le classique et le latino. Aujourd'hui, on arrive à faire des mélanges et puis avec la technologie, on a quelques personnes ici qui le savent, on peut tout faire. La grosse différence entre l'opéra et l'opérette? Alors l'opérette, c'est toujours... alors déjà, l'opérette, l'héroïne ne meurt jamais. Et c'est un peu dans l'expression aussi, ce que je disais tout à l'heure, la vulgarisation ou pas. Quand on est dans la noblesse, etc., c'est l'opéra de l'expression. Et quand on est sur quelque chose de populaire, on est dans l'opérette. Quoi qu'il y a quand même eu des compositeurs d'opérette, ce qu'on appelle l'opérette classique, qui sont écrits comme des opéras, quoi. La différence, c'est que l'héroïne ne meurt pas à la fin.
Je viens d'apprendre quelque chose. Moi aussi. Moi non plus, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que... Voilà. Et après, si on y rajoute... J'aurais dû être chanteuse d'opérette. Et pas trop tard. Je peux toujours essayer. Je ne vais pas le critiquer, je chante mieux que moi. Et c'est fou ça. Ouais, c'est fou. Et si on y rajoute des dialogues, ça s'appelle de l'opéra bouffe, l'opéra comique. D'accord. Okay. Donc Carmen a été écrite en 2 versions, opéra comique, parce qu'il y a une version de Carmen où il y a les personnages qui parlent et qui chantent, et il y a une version de Carmen où les personnages ils ne font que chanter. Voilà. D'accord. Tu fais quoi? Tu fais du solo, tu fais de l'opéra, c'est quoi ton actualité? De l'opérette aussi tu as fait? De l'opérette, oui, j'avais fait il y a quelques années en arrière à Saint-Maximin, donc j'avais fait un concert d'opérette. Voilà. Et sinon, je suis principalement sur de l'opéra et là, je suis en train de me dire... Tu as des dates ou tu as des choses en... Ouais, en fait, là, les dates, elles sont en train de venir pour l'été, mais après, je vous en tout se reparlerai. débloque là, ouais, voilà, après maintenant, le Covid, tu viendras nous donner ton actualité. Exactement, parce qu'on a eu 2 années de rattrapage où ça avait eu des reports, etc. Et là, ça a été plus difficile. Et puis, on va rappeler que tu peux aussi être amené à intervenir sur des événements privés. Sur des événements, oui, complètement. Parce que c'est quelque chose que tu as aussi envie de développer Bien sûr. Et de démocratiser. Exactement, oui. Tout ça pour aller vers les gens, leur expliquer l'opéra, en fait. Leur faire comprendre l'opéra, leur faire aimer l'opéra, leur faire découvrir l'opéra, la voix, leur faire comprendre les différences. Ça va être difficile de se déplacer avec un orchestre symphonique ou autre, mais bon, avec ton pianiste ou ta pianiste, c'est faisable. Tout à fait, oui. C'est largement faisable et les gens apprécient beaucoup parce qu'en plus, c'est un petit côté un peu live, légèrement instrumentalisé. Et là, vraiment, on apprécie la dimension de la voix et de la réduction de l'orchestre faite au piano. C'est très joli. Souvent. Vous êtes aussi sur des événements privés? Mais privé? Privé, oui. Oui. Ça peut être un anniversaire, ça peut être... c'est ouvert un petit peu à tout, en fait. Mais en privé, oui, bien sûr. Le mariage, peut-être de plus en plus, le avec mariage, les ouvertures de bal. Un anniversaire, oui, il y a pas mal d'ouvertures. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, vous allez nous faire une petite démonstration, nous montrer les bases, en tout cas, des premiers pas... je ne sais pas si on y passe maintenant. Juste, le plateau est juste là. Vous pouvez vous lever. Juste quelques... Je ne vais pas vous accompagner. Parce qu'on va pas tester devant le public. Non, on fera ça en catimini. On va demander très simple. Je crois que simple pour vous, c'est compliqué pour nous, à mon avis. Non, simple. Alors, est-ce qu'on t'entend bien? Oui, on va demander à la régie. Musique ou non? Musique, on ne l'a pas créé pour le moment. Alors, le pas de base. Oui. Ça va se danse donc sur 8 temps, sachant que 4 et le 8, c'est un pied pointé qui indique toujours la direction. Donc le pas du garçon qui indique la direction, c'est la jambe gauche et la jambe droite pour la fille. Donc, en pas de base, ça va donner ça. Ça va faire 1, 2, 3, 4, donc qui indique toujours la direction. 5, je suis déjà 6, plus. 7, 8. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À savoir, au niveau de la tenue, la main toujours au niveau de l'omoplate. Pas trop bas sur les fesses. Non, ça c'est encore chose. D'accord, au niveau de l'omoplate et on ne compte pas sur tous les doigts. Bien recadré, parfait. Je surveille de toute façon. C'est agréable pour la danseuse. Donc, au niveau de l'omoplate, le bras de la danseuse est juste posé sur le bras du garçon et le pouce à l'intérieur et on ferme les doigts. D'accord? Donc, on fait le pas de base. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire une petite séparation. Ça donne une séparation, ça donne ça. Là, je vais faire un tour fille. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je récupère ma danseuse. 1, 2, 3, 4. Un demi-tour. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est des pas de base. D'accord? Je continue. Oui, tu peux. Donc, si, admettons, on devrait faire une figure. D'accord? Je vais faire une petite figure. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà.
Bon, bah, c'est parfait, merci beaucoup. C'est très sensuel comme danse. Hein. Sensuel, alors, à savoir quand même. Bien. Non, pardon. Oui, on vous entendra mieux en revenant à vos places. Ouais, donc on disait, Audrey disait que c'était très sensuel. Alors, on fait beaucoup de plus maintenant. Alors, il y a la bachata fusion, la bachata sensuelle. La bachata sensuelle, il faut dire, c'est les Espagnols qui l'ont inventé, entre guillemets. D'accord. À la base, c'est la bachata dominicaine. Donc, sensuelle veut dire plus de sensualité, ce qui est aujourd'hui le plus à la mode. Voilà. Donc, nous, on fait fusion et sensuel. On fait un mélange des deux. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que les garçons en profitent? Parce que j'ai vu qu'elle a recadré de suite. Hein, ça, j'ai compris. Alors, quand on dit sensuel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des penchés, des ondulations. Voilà, ça fait partie de la sensuelle. Bon, là, je n'ai pas fait. Puis on n'a pas trop de place aussi. Hein, et puis les mains, de toute façon, du danseur, même dans la bachata sensuelle, les mains du danseur sont toujours bien placées. C'est une danse qui reste élégante. Pas dit vulgaire, oui, hein. bien sûr. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux j'ai dire, regardé justement, avant que vous veniez. C'est très élégant, c'est sensuel, effectivement. C'est très élégant. On va dire que c'est ce qui. Ça porte son nom. Enfin, voilà. Après, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de codes. Pour le danseur, c'est très dur parce qu'il faut qu'il mémorise, qu'il connaisse les codes. Les enchaîner, tout ça. Il faut combien de temps à peu près? Tu vas me dire, ça va dépendre des gens, mais combien de temps il faut pour arriver à se débrouiller, entre guillemets, une moyenne? Allez, quelqu'un qui n'est pas très très doué. Si c'est moi, il viendra chanter pour mes 100 ans. Après, on se reverra tous alors. On va tous se revoir, je pense. Après, comme tu dis, ça dépend des personnes. Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Alors, peut-être il y en a, il va falloir peut-être pour savoir danser un petit peu. Avec moi. On verra ça mardi. 6 mois, ça peut être 1 an. Mardi, ça dépend des personnes. Ouais. Donc, c'est assez. Mais je viendrai. Et oui, c'est ça. Le problème, est-ce que c'est comme toi, la bachata, la découverte? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. À savoir que nous, on fait, des fois, ça nous arrive justement dans des spectacles de faire ce genre de pas, tout ça. Bon, beaucoup moins enchaîné. Hein. On n'est pas sur des 8 ans comme ça. Là, c'est soit 8 ans. Parce que là, 8 ans, c'est énorme. Hein. Il faut avoir la faculté de compter et de tout enchaîner en même temps. Dans les cours, est-ce qu'il y a une parité homme-femme? Alors, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. C'est compliqué. Hein, donc, je fais appel à hommes. Comme dans beaucoup de danses, d'ailleurs. Ça a toujours été le problème. Racoler les hommes, c'est un truc de dingue, ça. Ah bon? Oui. Ça a toujours été le problème. Les messieurs sont toujours les plus les derniers à se. Je peux plus rien dire, je suis surveillé. Ouais, toi, non, mais on fera une lettre, on fera une mauvaise excuse. Mais c'est vrai que les hommes ont plus de mal à. Alors moi qui commence il y a plus de 20 ans, c'est ça. C'est une question de lobe, le lobe gauche et le lobe de droite. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus rentré dans les mœurs, la danse avant. Dans les grandes villes, c'est plus démocratisé quand même. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il y a encore ce manque de garçons, mais c'est déjà mieux qu'il y a 20 ans en arrière. On en parlait hors antenne, tu me disais que sur Paris ou quoi, il y avait beaucoup plus d'hommes qui dansaient la bachata. C'est vrai que c'est parce que ça fait peut-être partie des mœurs depuis plus longtemps. Et ça va mieux aujourd'hui, mais il y a encore ce manque de garçons, ça c'est clair. Oui, je pense que les hommes n'osent pas y aller surtout. Parce qu'on a vu là, par exemple, sur les cours du mardi qu'on donne au Maïlis, souvent les hommes, on va les chercher, ils ont du mal à venir, mais une fois qu'ils commencent à faire les pas et on est à la fin de l'heure, ils aiment quoi. En compte, ils se sentent capables de le faire et ils y vont. Je pense que c'est plus une appréhension, tout à fait. De ne pas être capable de faire le pas et une fois qu'ils y arrivent, ils s'éclatent. Cet égo mal placé. C'est ça, toujours pareil. Non, tu sais pas ce que c'est, toi. Je sais pas si c'est. On parlera de sexologie bientôt. C'est pour ça que tu fais la transition. Je suis en train de faire la transition. Là. Donc, avec notre charmante sexologie. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de timidité. J'en sais quelque chose. C'est pour ça que j'ai jamais dansé de ma vie. Donc, oui, les et hommes en fait, sont il faut arriver à franchir ce cap. Et après, par respect pour la danse aussi. Moi, j'ai un couple d'amis qui s'est mis au rock. Je pense que le rock est décédé ce jour-là. Ça a été ma première danse quand même. Ah ouais, mais je pense qu'ils auraient jamais. C'est vrai qu'il y a un peu des gestes du rock and roll aussi, sinon. Disons que le rock c'est plus brut déjà. Moi, ça a été ma première danse et c'est vrai que ça n'a rien à voir. On est toujours dans la danse bien sûr, mais c'est quand même deux danses différentes. Déjà l'éloignement, c'est plus sec, c'est plus brutal. Mais les changements là, quand elle tourne comme ça, tout ça. Là. Oui, on retrouve en fait des passages de bras comme ça des fois. La même figure, on peut la faire en bachata et en rock. Il suffit juste de respecter les temps Alors une question importante, je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie hyper... Est-ce qu'il faut être très sportif pour danser de la bachata? Quand tu les vois tous les jours, à mon avis, ça me donne des complexes. Ils mangent une boîte de clopes tous les jours. C'est ça. J'en prends deux. Mais disons que
c'est que mieux. Ouais. Si on a une hygiène de vie qui est correcte, on le retrouve dans le cardio. C'est parce pour que tout la danse, l'hygiène de vie. C'est pour tout. La danse, quand on a fait des heures et des heures et des heures, ça devient vraiment un sport. C'est vraiment un sport. C'est à jour. Maintenant, si on a fait 1 heure dans le mois, c'est sûr que quand on commence... mais tout est une question d'hygiène de vie, de sport. La voix, c'est pareil. C'est pareil, oui. La voix, c'est pas tiens, j'en fais mardi, puis j'en ferai dans un mois. Exactement, oui, c'est vraiment un sport. C'est vraiment il y a tous les jours. Et ça dépend après ce qu'on fait, quoi. Voilà, si on veut faire une préparation pour un concours, on va avoir encore plus de travail. Donc c'est vraiment un sport, quoi. Oui, c'est une préparation physique. Oui, tu chantes pas, tu fais pas 2 heures de concert si t'es pas en forme. Ah non, exactement. Dans tous les domaines, en fait. Je pense. L'avantage, quand on est américain, on peut le faire en playback, donc ça va. Mais au niveau des danseurs, il y a l'entraînement parce qu'on s'imagine pas. Des fois, on les voit faire et on dit oh, c'est rien. Mais ça demande des heures. On peut même pas s'imaginer. Tout est simple. Quand on sait pas, on dit waouh. Quand on voit certains spectacles, la coordination des danseurs. Mais c'est des millions d'heures. C'est impressionnant, oui, tout à fait. Impressionnant. On s'imagine pas. De tout. Se souvenir de tout. Après, ça devient un automatisme aussi, je pense, quand tu connais bien ton partenaire ou ta partenaire. Oui, après, voilà. Après, c'est comme quand on conduit, hein, je pense. Là, on est sous hypnose. Quand on conduit, tu parles beaucoup. Je pense que... Oui, après, dans les partenaires, il y a cette... Il paraît qu'on est sous hypnose lorsqu'on conduit. Surtout les femmes, oui. Ah oui, voilà, j'aurais dû me taire. Non, mais après, c'est un mécanisme. Voilà. Et en tous les cas, on va prévenir Thibaut qu'on va couper pour passer au plateau sexologie. Sexothérapie, donc, ça va être chaud. On vous remercie tous les trois. Merci Eric, merci Audrey. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, bien sûr. Et puis, de toute façon, mardi alors. Non, vous reviendrez à l'occasion. De toute façon, c'est tous les mois les émissions, puis il y en a d'autres. Pas de souci. Avec grand plaisir. Enchanté. Merci pour cette petite démonstration qui n'était pas évidente sans musique. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. C'est d'y participer, c'est trop bien. À très vite. Merci. À bientôt. Merci. Eh bien, nous voilà de retour en position de faiblesse, puisque c'est 2 contre 1. Tu vas pas résister avec moi. On va parler de sexologie avec Corinne Logodin. C'est ça. Qui est sexothérapeute. Sexothérapeute. Coach sexothérapeute. Coach. Oui. Donc, on participe? Non. J'ai eu peur sur le moment. Non, pas du tout. Non, je laisse les personnes dans leur intimité, mais en tout cas, j'accompagne. De ta société, c'est Secret d'Alcôve. Secret d'Alcôve, oui. Il est venu. Comment tu l'as trouvé ce nom? Alors, c'est très simple. J'ai cherché Corinne Legaudin, qu'est-ce que je peux faire avec ce nom-là. Puis j'ai tapé un peu mon nom sur Google, il y a une application spéciale. Et puis il y a Alcôve qui est ressorti, rien à voir avec Legaudin. Et là, je me dis, Alcôve, secret d'Alcôve. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, puis c'est en rapport avec mon métier, donc... Comment on devient et pourquoi on devient sexothérapeute? Alors, avant d'être coach sexothérapeute, j'étais militaire pendant 20 ans. Donc, rien à voir. Faut pas l'embêter. Pas de chance. Donc, dans la marine nationale. Et il se trouve qu'une fois que j'ai terminé mon contrat de 20 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc, j'ai un peu fait un bilan de compétences. Et là, le métier de coach est ressorti. Et je dis, OK, coach, c'est sympa, mais il y en a plein. On tape dans une boîte de bonus et il y en a 150 qui sortent. Et je me suis dit, avec une spécialité, ça pourrait être sympa. Quelle est la spécialité? Dans quoi je me sens bien? Je suis très à l'aise.
20 ans dans la marine, il faut dire que les sujets étaient quand même en dessous de la ceinture. Et je me suis dit, écoute, c'est étonnant. Non, la sexualité, j'étais très à l'aise avec ça, parce que j'étais ambassadrice du bonheur pour la marque Soft Paris, où je faisais des soirées Tupperware, donc des soirées sex toys, et à l'aise avec le sujet, je me dis ça pourrait être sympathique. Et puis ça me pour plaît. quelqu'un d'atypique comme toi, ça te va très bien. Merci. Voilà. Et les gens n'ont pas de mal par quel biais ils viennent, à quel moment de leur vie ils viennent te faire appel à toi? Alors, on va dire que mes clients, parce que ce sont des clients, pas des patients, ils ont donc le plus jeune à 18 ans et la personne la plus âgée qui vient me voir à 77 ans. Donc, il y a vraiment tous les parcours célibataires, en couple, donc en couple mais tout seul pour pas le dire au partenaire, ou en couple donc à deux viennent me voir, et puis les personnes qui sont seules, qui ont du mal à rencontrer du monde, qui ont peur et qui se disent finalement je me sens plus à la hauteur, je pourrais plus, je sais plus comment on fait. Donc j'ai pas besoin de conseils, mais plutôt besoin d'avoir confiance, de retrouver une certaine estime de soi pour pouvoir, on va dire, remonter à cheval. Oui, et puis parler à quelqu'un d'extérieur de ses problèmes. C'est ça. C'est ce qu'ils me disent à chaque fin de séance. Ils me disent, en fait, avec toi, on peut parler, mais je peux pas en parler à mon époux. Je peux pas en parler à... Ouais, c'est tabou, en fait. Pourtant, ils font l'acte, mais ça reste quand même tabou. Donc, on travaille là-dessus. C'est plus psychologique que moteur, donc. Oui. On va dire que le sexologue va travailler plus sur le côté anatomique, le côté vraiment physiologique. Moi, j'ai plus travaillé sur le côté émotionnel, le côté psychologique. En revanche, je dis toujours à mes clients, est-ce que vous êtes allé voir un médecin avant de venir me voir pour enlever la cause anatomique. C'est un accompagnement. Voilà. Et moi, j'accompagne, s'il y a un problème, par exemple, d'érection pour un homme, est-ce que tout fonctionne ? Si l'appareil fonctionne, ok, on va travailler et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une... Je rappelle que Pfizer ne fait pas que des vaccins. Ah bon ? Tu voulais parler de quelque chose en particulier peut-être ? Non. Moi, si un jour il faut, j'en prendrai, donc il n'y a pas de souci. Oui, il faut se faire aider, en fait, voilà. Oui, il ne faut pas avoir peur. Une bougie. Comment ? Une bougie, tout simplement, allumée. Hein. Et si tu tombes, tu te brûles. Oui. Voilà. Donc il faut se faire aider, il faut pas rester seul dans son désarroi et se dire oh là là, ça marche plus. Ça peut créer une sorte des problèmes dans le couple, voilà. Donc il faut vraiment se faire accompagner. Voilà, soit ça peut être l'élément déclencheur de venir te voir et de se dire bon là cette fois je vais oser en parler à mon partenaire ou à ma partenaire parce que bien sûr tu as des hommes et des femmes j'imagine qui viennent te consulter pour des raisons bien différentes, mais d'ailleurs, quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles on vient te consulter ? Alors, on va dire jusqu'à janvier, donc 80% de ma clientèle était des hommes. Ça change un petit peu, je passe à 60% et 40% pour les femmes. Les problématiques pour les hommes, c'est les problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes d'infidélité. Voilà, essayer de... L'homme ou la femme ? Trompé ou infidèle ? Infidèle. Ou trompé, enfin les deux. Donc ça m'est déjà arrivé qu'il y a des hommes infidèles qui viennent me voir et me disent voilà, je suis infidèle et je ne sais pas comment je dois gérer ça. Parce que ça vraiment, ça les travaille. Donc il y a des gens qui vont dire oui, infidèle, ça va. Non, il y a vraiment une difficulté derrière. Donc c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il devient infidèle, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il cherche à combler, est-ce que c'est un besoin, est-ce que voilà, un manque de confiance, besoin de se rassurer, je suis toujours avec la même partenaire, est-ce que je gère avec d'autres? Enfin voilà, il y a une multitude de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Et la tranche d'âge, alors, est-ce qu'il y a une tranche d'âge, tu nous parlais tout à l'heure Bon, on va dire 37-45. Voilà, c'est vraiment la tranche d'âge que j'ai le plus. C'est vrai qu'en général, on ne se pose pas forcément trop de questions et peut-être qu'on a moins de problèmes existentiels. Eh bien, détrompe-toi, figure-toi qu'il y a des jeunes, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent me voir et qui, parce qu'ils commencent leur vie sexuelle, et ce qu'ils me disent, ils me disent, moi, j'ai pas été à l'école de la sexualité, quoi. Et puis bon, s'ils font leur sexualité sur Internet, c'est compliqué. Le drame aujourd'hui, c'est que entre la sexualité, j'ai horreur de dire de ma génération, ça fait vraiment vieux, quoi. Non, mais où il n'y avait que Playboy, mais que Playboy, style de revue. Oui, c'était soft. C'est assez érotisé. Assez érotisé, ce qui est magnifique d'ailleurs. C'est préliminaire, érotisme, on parlait de sensualité tout à l'heure. C'est ce qui reste le plus beau, je pense. Oui. Et aujourd'hui, c'est... On tape dans le dur.
Désolé, j'ai tapé sur la table. Mais c'est vrai qu'on tape dans le dur directement parce que c'est directement Jackie et Michel, quoi. C'est Jackie et Michel, YouPorn, enfin voilà, on fait pas de pub, mais c'est exactement ça. Et donc les jeunes s'identifient à ça, et ils imaginent que la sexualité, c'est ça, alors que ça reste la télé. Dès le départ, c'est tronqué en fait. Ouais, c'est une télé-réalité. C'est comme je dis, il y avait un jeune. Tout n'est pas aussi simple et aussi facile que dans un film. Il y a un jeune, il me disait, moi c'est comme ça que je fais parce que. Et quand je le regarde, je lui dis, mais écoute, Captain America, c'est du fake ou c'est vrai? Il me dit, non, c'est du fake. Moi, je fais, dis-toi que le porno, c'est pareil, c'est du fake. J'ai eu peur pour Captain America à un moment donné. Après, j'estime que les parents ont un rôle d'éducation à faire à ce niveau-là, parce que c'est une transmission et nos générations, le problème des parents, tes parents t'ont transmis ça ou pas? Moi non, mais par contre je l'ai fait avec ma fille. J'ai une fille de 21 ans et quand elle a eu l'âge d'avoir une sexualité, elle a osé me poser des questions. Alors j'étais quand même abasourdie, mais si elle t'en avait pas posé, est-ce que tu serais allée la voir pour lui en parler? Elle savait déjà que j'étais ouverte à ça et qu'elle pouvait me poser toute question. Mais ces questions étaient très très poussées. Est-ce que la taille du sexe c'est important? Est-ce que tu vois quand même à 14-15 ans, tu te dis oups, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Alors je lui dis oui. Quand c'est comme ça, tu t'en vas. Si c'est comme ça, tu t'en vas. Tu t'en vas aussi parce qu'il va faire des choses pas possibles. Après, tout dépend de sa morphologie. Est-ce qu'elle est... ça dépend de plein de choses. J'ai essayé de mettre un peu d'humour. Parce que je rigolais vert. Non, mais la taille n'a pas d'importance. Enfin. Non, il vaut mieux avoir un petit travailleur que contraignant. Quand tu regardes Berry Bad Trip, le petit champignon, excuse-moi, mais bon... Je pense qu'on a des débats, on pourrait y passer la soirée. Non, mais pour rassurer, si on parle de taille pour rassurer, il faut savoir que... la norme. La norme... Est-ce qu'il y en a une Je pense qu'il va y avoir des vexés dans la... En Europe, on va pas mesurer ce soir. Ça ne fait pas tout de suite les doubles centimètres. En Europe, c'est 13,75 cm. Entre 13 et 15. Yeah, il y a des contents, il y en a... il y en a qui ont baissé la tête. Attention, on va sortir le mètre. Non, voilà, c'est dès qu'on... Enfin, je veux dire en érection. Hein, oui. On est d'accord. On est d'accord, on avait compris. D'accord. Et si on est en dessous de 8 cm, bon, voilà. C'est un gros clitoris. Il paraît qu'on est tous avec les deux sexes, a priori. Voilà. Après, Après, le point G de madame est situé à 2 phalanges, donc 4 cm. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de 13 cm finalement? Ça dépend pour quoi faire. Voilà. Oui, après, de toute façon, la sexualité, comme on disait, c'est une symbiose. C'est un peu comme la bachata. On apprend à se découvrir. Et voilà, finalement, c'est exactement ça. Toute notre vie est faite d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas partir avec du stress. Parce qu'en fait, quand les gens, les personnes, quand on fait l'amour la première fois, on est un peu stressé, on ne sait pas faire. Moi, ce que je conseille, c'est de jouer un peu, je dis toujours le mot à touche pipi, ça parle. C'est de se découvrir pendant quelques mois. Quelques semaines, on n'est pas obligé d'aller directement dans cette génitalité, papa dans maman. Ce qui est important, c'est d'abord prendre le temps, en fait. Prendre le temps de... Tu fais rire le public. Non, mais vous pouvez rire. Des images, mais... Je sens qu'il y en a quelques-uns qui ont joué à touche pipi, là. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, mais le plus important, c'est la découverte de soi. Pourquoi être si pressé d'aller dans ce côté un peu fugace, 80 et bien apprendre à connaître son corps, comme tu disais, apprendre à connaître son corps. Voilà, c'est une découverte de soi. Ça permet aussi la découverte de l'autre. La relation sexuelle, c'est vraiment c'est la rencontre de soi avec la rencontre de l'autre. C'est pas juste une performance, une technique à avoir pour pouvoir atteindre l'orgasme en 2 minutes. Non, je dis pas que c'est pas possible. Effectivement, il y a des hommes, oui. Hein. Oui, voilà, mais est-ce que c'est... Il faut aller chercher vraiment au plus profond de soi ce qu'on vient chercher dans cet acte. Oui, parce qu'il existe aussi 2 personnes qui peuvent être énormément attirées l'une par l'autre physiquement, et finalement, sexuellement, c'est une catastrophe. Et oui. Il y a toutefois un élément évident qui peut être rédhibitoire, c'est le contact. Ah oui. Et la peau. La peau, le toucher de la peau, mais on est tous différents par rapport à ça aussi. C'est pour ça qu'il est important. Alors, je suis en train de préparer une formation en e-learning sur les préliminaires et j'en parle
effectivement, la première chose, c'est peut-être toucher l'autre et voir s'il y a une petite, s'il y a une répulsion. Voilà, s'il y a une répulsion, j'aime pas son contact, j'aime pas son odeur aussi. Et le baiser. L'odeur corporelle, c'est très important. Et le premier contact. Le baiser, c'est hyper important. De pénétration, le premier baiser, le premier contact, c'est le baiser. Le French kiss, c'est la première pénétration en fait. Donc, est-ce qu'il y a cette alchimie qui se crée à ce moment-là? Est-ce qu'il embrasse bien? Est-ce qu'elle embrasse bien aussi? Est-ce que c'est doux? C'est assez prometteur. Donc, ça veut en dire beaucoup, sur le reste de la sexualité. Voilà. C'est une base sur laquelle on peut se fier, le baiser? Alors, je parle de mon expérience personnelle, du coup, je dirais oui. Je dirais oui aussi. Je confirme. Voilà. Non, c'est vrai que je trouve que s'il y a un baiser qui se passe pas bien, un baiser gourmand, un baiser... Voilà, il doit se passer quelque chose, on doit avoir des petits papillons dans le ventre à ce moment-là, sinon ça risque d'être pareil pour le reste de l'acte. Voilà, en général. C'est voir un peu si... Enfin voilà, mais avant d'aller dans cet acte-là, c'est apprendre à se découvrir et prendre le temps. Arrêtez de vous sauter dessus comme ça, là. Ça dépend, s'il est 4h du matin, que tu sors de boîte, qu'il te reste qu'une demi-heure avant de repartir, si t'as plus le temps. Tu dors, de toute façon. Elle a dit que 2 ballons suffisaient, donc... Alors, où est-ce qu'on peut te trouver, Corinne? La zone G. Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de venir parler de nos petits problèmes? Oui. Parce que j'espère que tu seras là tous les mois dans l'émission Légérie. Avec plaisir, avec plaisir. Avec Eric et moi-même. Le mois prochain, ça sera les... Elle fera sa petite chronique le mois prochain. Elle fera sa chronique sur Eric Venezia. Donc, qui va être filmé tout le mois. Qui a un bel organe, du coup, donc très bel organe. Oh, quel jeu de mots! J'avais eu une soirée comme ça. Mais il faut savoir que les sopranos, quand elles font les aigus, c'est parce qu'elles ont une excitation sexuelle qui leur permettent de faire justement les quelques aigus qui Alors, comment elle provoque cette excitation sexuelle, du coup? C'est pendant qu'elle chante? Le cerveau, oui, ça se passe dans le cerveau. Excellent. Ouais, fait, oui. Sinon, elle ne pourrait pas faire cet aigu-là. C'est un gémissement, vous dites? Oui, non, mais c'est ça. Tu vois, le jour où tu entendras la calasse, c'est que tu aurais été bon. La chronique défaire les foules, hein. Aussi, oui, il y en avait, oui, c'est vrai. C'est vrai, non, mais tu as raison. Se mettre en appétit. En appétit, j'allais dire, oui, effectivement. Sexuelle développée. Certaines sopranos. D'accord. Donc tout le monde va aller chercher des sopranos là. Ils vont tous partir à la chasse aux sopranos. Sur Tinder, recherche soprano. C'est pas soprano, les chanteurs. Il a lancé un pavé dans la mare. Donc du coup, je suis sur Toulon. Oui. Je suis Alors, sur ton cabinet Toulon. sur Toulon. Alors mon cabinet, il est 9 rue Hippolyte Duprat à Toulon, Voilà. en face du Télégraphe, pour ceux qui ne savent pas, donc juste en face. Et voilà, je fais aussi en visio. Je fais aussi j'ai des clients à Paris, en Alpes-de-Haute-Provence, à la Martinique et aussi à la Réunion. Et tu as développé, toi, tu es la plus moderne de nous finalement, une chaîne sur TikTok. Eh oui. Magique, il faut s'y mettre. Il va falloir. J'ai des clients TikTok aussi. Et oui. On va demander à Magic s'il peut venir nous faire un petit tour là. Parce que comme ça, on sera 2 garçons. Il a peur avec nous, Eric. Bon, je reviens. Salut, voilà. Avec 2 femmes pas trop ordinaires. Tu penses qu'on m'entend bien, Syrah? Oui. On t'entend très bien, vas-y. Tout à l'heure, on parlait de rêve. Et du coup, le rêve de beaucoup de gens, c'est vrai, ils peuvent avoir envie de faire plein de choses, hein, mais l'argent, c'est quand même pas mal. Alors, du coup, oh non, pas moi. Rien. Mais non, c'est juste on regarde. On prend rien juste ici. D'accord. Et on fait rien plus rien. Alors au début, tu vois, on voit rien dans mes mains. Et à un moment donné, je vais juste bouger mes doigts comme ça et pouf, il y a une pièce qui va apparaître. Oh, ça m'énerve. Voilà. Et il la garde. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est la première. La première, ça commence à énerver les gens. Mais quand je fais apparaître la seconde, ça les énerve encore plus. Tu vois, hein, voilà, c'est ça. Alors je pourrais te dire que je fais apparaître la troisième, mais ça t'énerverait beaucoup. Oui. Mais comme t'es sympathique, tu sais quoi, on va venir la chercher. Et elle est bon public. Là, sous ton coude. Oh putain, ça m'énerve. Tu vois, et là, on a il est énervant. Hein. C'est beau les préliminaires. Et le billet de 500, du coup, c'est possible? Ouais, mais juste après. Mais les vrais, hein. Voilà. Non, alors, je t'explique un truc, c'est qu'en fait, quand il y a 3 pièces et que tu n'as que 2 yeux, tu ne pourras pas les suivre. C'est pour ça que la troisième, je vais la mettre dans la main, je vais faire ceci, pouf, et là, elle va disparaître sous tes yeux. Comme ça. Du coup, après, il ne reste plus que 2. Ouais, là, tu vois. Et alors là, tu peux regarder les 2 pièces, je les mets comme ceci, côte à côte. Studieuse, hein. Attention, je bouge un peu les mains et tout doucement, on va avoir l'impression que la pièce bouge d'une main à l'autre. Bon, finalement, 2 pièces, je crois que c'est encore trop, c'est pour ça que je vais la mettre dans la main, je vais faire ceci, elle va disparaître aussi. Au moins, on s'en débarrasse. Ouais.
Et oui. Ok, d'accord. En fait, il faut savoir C'est que moi, je 20 ans suis de très joueur. travail. Je sais que moi, je suis très joueur. Tout à l'heure, on parlait d'Amérique. Et avant de gagner de l'argent, en tout cas, ce que tu peux faire, c'est jouer au casino. Hein. J'aime bien, j'adore Las Vegas, tu le sais. Hein. Alors, du coup, finalement, plutôt que d'avoir des pièces, ce qui est sympa, c'est de faire ça et d'avoir des jetons de casino. Au moins, ça aide de suite. Tu les sors d'où? On va pas le dire. Merci. Merci Richie. Et vous pouvez le retrouver sur Magic Richie, sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Voilà. Merci, c'était distrayant. C'était rafraîchissant. Rafraîchissant, oui. Et puis, les prochaines chroniques seront je serai mieux préparé pour parler la de sujets qui vont intéresser plus de personnes. Tu traiteras d'un sujet à chaque fois lorsque tu viendras nous voir avec grand plaisir sur le plateau de l'Impact. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Corinne. Eh bien, nous voilà de retour. Et on est toujours là. J'espère que vous aussi, que vous passez un bon moment avec nous. nous. Un peu plus nombreux. On a bien rigolé quand même avec Corinne. C'est sympa. Et maintenant, on repart vers le côté événementiel. Événementiel avec Margot Gibelin. C'est ça, charmante Margot que j'ai rencontrée. Je t'ai connue grâce à ton petit ami que j'ai rencontré lors d'une sortie. Et il m'a dit, oh là là, vous êtes créatrice de surprises, il faut absolument que je vous présente ma petite amie. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce que faisait Margot, c'est des choses exceptionnelles et tu nous en parleras. On va faire un petit tour de plateau et elle nous fera une petite démonstration en essayant de rien casser. Et de ne pas se casser elle, mais ça je pense qu'elle a l'habitude. Ça va. On accueille aussi Lionel Ridor, Olivier Finisseur qui sont là. Et là, et qui sont venus avec une très très grosse voiture. Une très grosse et très belle voiture. Très longue surtout. 8 mètres, hein, c'est ça? Oui. Voilà, j'ai bien... Mais c'est pas grave. Hein? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Ah, d'accord. Je croyais que c'était ton nom de famille. C'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà. Tu aurais eu affaire à moi, ça aurait été nickel. C'est ça, c'est ça. Il va m'en vouloir. C'est Pitou, non, nom de famille. Ah ben je croyais que c'était Finisseur, ton nom de famille, tu vois. Donc voilà. C'est le nom. Donc c'est pas grave, c'est l'autre entreprise. C'est Var Limousine. Oui, c'est ça. Voilà, donc beau véhicule où on peut faire la fête à l'intérieur. C'est fait pour ça, oui. C'est fait pour ça, d'une heure à 3 heures. C'est loué autant d'heures qu'on veut. Week-end, oui. Alors pour que tout le monde soit tranquille, c'est loué avec un chauffeur et automatiquement une bouteille de champagne, c'est ça? Oui, quelques boissons. Voilà, quelques soft. Oui. Voilà, l'abus d'alcool étant dangereux. Voilà. Et on a aussi donc... Marco. Je ne dis pas le nom, hein, Marco. Fro. C'est ça. Fro, c'était bien écrit. Oui. Exact. Qui est chauffeur VTC avec une très très belle Mercedes. Ouais. Exactement. Une vie, c'est une vie de mise à disposition et là-bas, c'est une vie à attendre, non? Ça dépend. Ça dépend. Il y a les deux. Il y a l'attente et des kilomètres tous les jours. Ouais. Les aéroports, les gares, les mariages, les séminaires. C'est quel type de clientèle? C'est un peu de tout? Toute la clientèle, oui. On peut partir des ministres, de la mamie qui va faire les courses, le PDG qui prend un avion. On a toutes sortes de clients en fait.
Tu as une clientèle aussi qui est fidèle, entre guillemets, Ouais, que tu très vas fidèle, avoir, que tu vas suivre régulièrement. Oui, complètement. Oui, je l'ai entendu dire tout à l'heure, tu vas le chercher et quand on a dû lui demander s'il fallait faire payer, il a dit non, il est en compte. Ouais. Ah. Voilà. En fait, on a des gros contrats dans la région avec des aéroports et tout ça, donc on facture à la fin du mois, 60 jours et tout ça. Donc, Oui, par exemple, si y a la mamie qui veut emmener son chien chez le vétérinaire et le lendemain faire ses courses, voilà, elle a un contrat et voilà, il y a il y a différentes prestations La possibles. prestation, c'est de combien à combien en tarification? On peut partir de 25 €, faire un hier par exemple, d'aller à l'aéroport d'hier pour la gare d'hier, c'est 25 €. On peut partir avec des dispositions de 90, 100 € de l'heure, selon le véhicule. Selon le véhicule, oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure quand on discutait, ça peut être Lamborghini, ça peut être des véhicules très très haut de gamme. On a des berlines. Oui. Donc la plus petite, c'est le Mercedes que j'ai. Oui. Et on va jusqu'à la classe S, on a les vannes 7 places, on a des bus 40 places, donc on a des grosses missions. Oui. D'accord. En fait, on est beaucoup à l'écoute du client. Voiture de sport? C'était plutôt... Bientôt. Bientôt? Parce que j'en ai entendu parler tout à l'heure. Bientôt, peut-être. Et la prochaine fois, j'inviterai un pilote aussi, moi, qui donne des cours sur les voitures très, très, très puissantes. Parce qu'il me disait, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il me disait que justement, lorsque certaines personnes achetaient des véhicules très puissants, ils les utilisaient qu'à 30% de leur capacité. Donc, il faut prendre un chauffeur. Oui, mais il est effectif que de toute façon, on ne sait pas conduire. Il va dire surtout les femmes. Hein. Non. Ah, on nous apprend quelques heures. J'ai su qu'on ne savait pas conduire le jour où j'ai fait de la compétition de karting. Ouais. Voilà, là j'ai compris. C'est vrai, moi, personnellement, j'ai fait des stages de pilotage justement pour ma clientèle. Donc, quand on est en convoi avec les ministres et tout ça, il faut aller le plus vite. Donc, c'est vrai qu'ils nous apprennent des choses qu'on ne voit pas à l'auto-école. Oui. Ah, ça c'est aller vite, sans bousculer la voiture. Exactement, oui. Aussi. Respecter. Exactement, vraiment, ouais. Et la limousine, ça arrive de la coincer dans un petit chemin. Ah, je leur ai fait faire des choses pas très cool parfois. Hein. Non, pas encore. Le gaou en marche arrière. Ouais, le gaou en marche arrière. Mais ils sont forts. Ah, le gaou en marche arrière quand même. Ouais. Oui, pour repartir, c'est plus Ils m'ont dit, Audrey, ils me disent, c'est faisable. Je dis, vous êtes sûr? Tout est faisable. On regarde le GPS, on sait si on passe. Hein. Ah ouais. On n'a pas besoin d'être sur place. Oui. On n'a pas besoin d'être sur place. Oui. Ah non, mais ils sont hallucinants. Hein. Moi, je leur dis non, ça passe pas, c'est pas possible, on peut pas aller là. Ils disent mais si, on peut y aller. Suivant l'angle du chemin ou de la rue. Moi qui sais pas faire une marche arrière. Je sais faire les créneaux, hein, mais pas les marches arrière. Pas pareil. Non, mais ils sont exceptionnels. Comment on arrive à se dire tiens, je vais faire ça, je vais acheter un véhicule comme ça pour le mettre à la disposition. Je pense que déjà on a... Oui, ça fait combien de temps déjà plutôt moi, on va dire. Ouais. On a déjà au départ, on n'a pas envie de gagner... Enfin, on sait que ça va coûter cher déjà. Oui, mais c'est juste un plaisir en fait. Hein. C'est un petit... C'était un petit jouet j'ai une société déjà, et puis je me suis dit, un jour j'ai loué une limousine pour une amie, pour son anniversaire, c'est 40 ans, et puis je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire la location de la limousine, parce que... la société que je fais déjà de la location avec chauffeur. Et je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, j'ai acheté une limousine et puis je me suis mis à faire de la location. Et l'échange avec les gens, c'est ce qui me plaît le plus en fait. Voilà. J'allais y venir, moi. Ouais. J'allais y venir. C'est vraiment de l'échange. faire plaisir, de faire un travail bien fait parce que c'est ce qu'on ressent. C'est ça. Ce on amène toujours du plus. On fait pas ça vraiment. On fait pas ça pour l'argent. On en a besoin pour pouvoir, bien sûr, mettre l'essence dans la voiture et amortir un petit peu ce que l'on met, les apéros et tout ce que l'on met dedans. Mais c'est vraiment un plaisir. En fait, c'est une deuxième vie. Oui. Voilà. Pour s'amuser. Pour s'amuser, mais vraiment pour s'amuser. C'est pas. Mais très professionnel, attention. Ouais, mais on le voit quand on voit arriver la voiture. On le fait pas souvent, justement. C'est dommage qu'on puisse pas l'avoir. À lui, souvent, quand on fait un métier, au bout d'un certain moment. Il n'y a pas une lassitude, on va dire, mais on le fait peut-être des fois un peu moins bien. Mais quand on le fait une fois par semaine, voire 2, voire 3, on a plus envie encore d'aller vers les gens et de leur faire encore plus plaisir, en fait.
parce qu'on ne le fait pas régulièrement tous les jours, quoi. Et puis souvent, c'est un effet de surprise parce que la plupart des personnes qui vous contactent pour louer la limousine, les personnes à qui on offre la prestation n'est pas au courant. En tout cas, moi, quand je vous appelle, les gens ne le savent pas. Ouais, donc, faire une surprise, c'est vrai. En général, on la loue pour faire une surprise. Oui. Ouais. Le plus souvent, c'est le cas. Donc, on est dans le même esprit que vous. On a envie de faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et on y rentre à 8 maximum, c'est ça? Enfin, ça va. 8, après, c'est bien. Le poids, parce que on a droit à 3 tonnes 5 maximum. Donc, à 8 à 120 kilos, quoi. Pas 8 rugbyman. Après, c'est trop de monde derrière, c'est pas grave. Non. Puis ils sont trop serrés, et puis ça dépend. Il y a il n'y a pas de particularité pour le permis. Il y a une formation quand même. VTC, oui. D'accord. Oui, mais enfin, VTC, on peut être VTC et pas savoir conduire une limousine. Ah oui, là, c'est particulier. Moi, je conduis une limousine parce que je conduis des semis, donc j'ai l'habitude. Ouais, mais même, ça se tourne pas, quoi. C'est tout droit, la limousine. Mais c'est quand même pas la même chose. C'est plus facile, on va dire, quand on est passé d'un camion à une limousine. C'est parce qu'on a plus l'habitude de prendre des ronds-points un peu plus larges. Ah ouais, tu la conduis pas? Je veux pas, non. Non, il a peur de l'abîmer. Moi, j'ouvre les portes. Bonjour, ça va. Il t'a fait hypothéquer la maison, c'est pour ça. Oui, non, moi, pas de risque. Non, mais c'est impressionnant. Les véhicules, pareil, il y a une formation pour les chauffeurs. Oui, bien sûr. Ouais. On a une formation qui dure 3 mois environ. Donc, il y a un examen de théorie, le code de la route à nouveau, et après un examen pratique avec les membres des VTC, la chambre des métiers et l'auto-école. Oui. Comment on vient à créer une entreprise de... Eh bien, moi, c'était un peu mon délire, en fait, les véhicules. Hein. Donc, voitures de luxe et tout ça. Donc, et après, j'ai regardé le transporteur et tout ça. J'ai dit, mais tiens, pourquoi pas, je vais me mettre à faire ça. Quoi. Et voilà, j'ai trouvé le juste milieu. Donc là, je suis très épanoui dans mon métier. C'est génial. Donc, vous faites des arts martiaux aussi, alors? Tout. Comme le transporteur? Tout ce qu'on me demande les clients, je fais. Je suis à sa disposition. C'est quel est le truc le plus fou qu'on vous ait demandé? Amener un passeport à Charles de Gaulle, d'ici. D'ici? Oui, il avait oublié son passeport à la maison. Il avait l'avion à 6h du matin le lendemain pour Washington. Et du coup, il m'a dit, Marco, j'ai oublié le passeport. Il dit, oui, mais bon, appelle Chronopost, j'ai dit. J'ai dit, non, mais toi, tu vas plus vite que Chronopost. En plus, c'était un week-end. Oh. Donc, j'ai pris la voiture à 16h. À minuit, j'étais à Paris. Et en respectant les limitations, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ouais. Donc, après, la nuit, il n'y a personne. Donc, oui. Il y a les radars quand même. 130. Donc, et après, voilà, j'ai livré le colis et je suis redescendu. Voilà. Ça fait quoi quand on redescend comme ça, sur une action comme ça? On est satisfait de... Le client, déjà, c'est le client qui est content. Il peut pas prendre l'avion. Et après, moi, c'est quand même une belle mission. Donc, j'ai rendu service à mon client. Et là, voilà, il m'appelle suivant pour aller chercher sa femme carrément à Charles de Gaulle maintenant. Ouais. Il ne prend plus l'avion de Paris à Carqueiranne. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, il m'appelle à moi parce qu'il n'aime pas prendre les avions en France. Du coup, je le balade un peu dans toute la France. Ouais. D'accord. Quelle est la pire galère? Je n'ai pas eu énormément. On va espérer que ça continue comme ça alors. Pour l'instant, non, ça va. Oui, peut-être la nuit. La nuit, quand on fait justement des retours mariage, que les invités sont un peu alcoolisés. Alcoolisés, et là, on craint pour nos cuirs, quoi. Ouais. Donc on essaie de dire ouvrez la fenêtre. C'est fou ce que les cuirs sont fragiles. Ouais. Donc ça c'est ma crainte, oui. Mais sinon j'ai jamais eu de cas particulier. Écoute. On va revenir au côté artistique. Avec Margot. Voilà, Margot, alors explique-nous ce que tu proposes comme prestation au niveau de l'artistique. Alors en fait, je suis acrobate équilibriste, mais à côté, je fais aussi du feu, des échasses, de la danse. En fait, après, je peux faire aussi des cannes d'équilibre et des chaises d'équilibre. Bon, les cannes d'équilibre, du coup, vous allez voir après. Et je propose ça dans tous les événements. Donc, on peut me demander un peu ce qu'ils veulent. Vraiment, je suis à la disposition du client, un peu comme vous, mais différemment. Et en fait, vraiment, le client, par exemple, s'il me demande que je danse toute la soirée et que je fasse à telle heure des équilibres, à telle heure des équilibres avec ce thème-là, cette musique-là, je m'adapte à lui.
Voilà. Tu peux faire plusieurs prestations dans une soirée aussi, de l'équilibre, du jonglage de feu ou C'est ça, des échasses, de la danse. En fait, je m'adapte en fait vraiment aux clients. C'est le premier truc que je fais. Et après, du coup, la prestation aussi, voilà. Et j'anime toute la soirée ou la journée, que ça soit un anniversaire ou un mariage, ou bien... En fait, ça dépend vraiment. Je peux travailler dans une boîte de nuit, comme je peux travailler pour des enfants. Dans un restaurant aussi. Voilà, dans un restaurant. En fait, c'est vraiment très large, l'événement. Ce qu'il y a autour de cette table, c'est qu'en fait, vous êtes tous les 4 au service du client. Ouais. Service du client. Ouais. Le client est roi, en général. Exactement. C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ce qu'on dit. Après, il faut aimer les gens pour faire ça. Voilà, je pense que il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on a beau dire j'ai besoin de manger, mais non, on ne s'engage pas comme ça. Passion. Je connais le métier de monsieur, je le connais très bien même. Si on n'est pas un peu passionné, si on n'aime pas les gens, c'est ça. Il faut même aimer les connards aussi. Ouais. Mais il faut gérer tous les parce qu'il y en a. Clients, hein. Voilà, il y a des clients. C'est pas toujours rose. Il faut le dire. Voilà. On ne dira pas les noms, mais il y en a. Il y en aura toujours. Garder son calme. Face à des situations comme ça, non, ça me tend quand je parle de ça, ça me tend. On sent le véhicule, ça me tend. Dès que je parle de l'entreprise et de clients, ça me tend. J'ai bien senti. Ça me détend pas. Parce que c'est vrai que dans toutes les entreprises, parce qu'il y a les artistes qui sont là pour chanter et compagnie, mais les chefs d'entreprise que vous êtes, c'est une pièce tous les jours. Ouais. C'est un concert tous les jours. C'est ça que vous faites. Je dirais pas dans la location de limousine. Oui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, ça peut arriver. Hein. Pas la location de limousine, tu dois être à l'heure. Ah oui, ça c'est certain. Donc tu te mets en place pour être à l'heure. Ouais, et donc c'est un concert, c'est une prestation. Oui. Voilà. Si tu es arrivé 2 heures en retard, le gâteau il a fondu et ta prestation. C'est tout. Voilà. C'est toute une organisation. De savoir s'il va payer ou pas la prestation. C'est de dire on s'est ennuyé toute la journée. Et on s'est raté. Mais lorsqu'on fait ce genre de métier, il faut être assez professionnel. Effectivement, il faut aimer les gens. Oui, et après, avec le temps, moi j'estime, qui fait de l'événementiel aussi, lorsque je sens qu'un client est un petit peu con, on va le dire, je ne le prends pas. Faut le dire. Donc je prends que des clients. Sauf que dans leur métier, tu ne le sais pas. Parce que tu vas chercher quelqu'un. Moi, j'ai la chance de pouvoir choisir. Et le monsieur choisir. te dit, monsieur, moi je ne bougerai pas de là tant que je n'aurai pas la voiture que j'ai commandée. Exactement. Voilà. C'est vrai, on a souvent des demandes. Après, on affine notre clientèle. Hein, donc, oui, avec le temps, tu peux te dire celui-là, allez, c'est bon, j'ai un nouveau contrat, je le mets de côté. Ouais. Et après, il faut être un peu psychologue tous les jours. Avec les clients. Et il y a de la confidence dans les voitures, certainement aussi. Hein, je ne parle pas. On doit voir des choses. On entend, on voit beaucoup de choses. Oui. Voilà. C'est pire que chez le coiffeur ? Oui. D'accord. Je peux dire oui. Oui. Quand on me dit, Marco, tout ce qui se passe dans la voiture, ça reste dans la voiture. C'est Las Vegas, la voiture. Ça reste à Las Vegas. C'est ça. On n'entend pas, on ne parle pas. On ne voit pas. On ne voit pas. C'est les règles d'or d'un beau chauffeur VTC qui se respecte. Ouais. Et oui. Vous aussi, finalement, vous avez une société. Vous avez d'autres véhicules que la limousine. Oui, mais... Oui, Mais c'est pas ce que vous développez le plus au final. Non, pas du tout. On fait plaisir aux clients avec ça, parce qu'une fois, on a eu un anniversaire d'une jeune fille qui fait 20 ans, c'est ça, non? Je sais plus. Non, c'était un enterrement de jeune fille. Ah oui, un enterrement de jeune fille. Et donc, on est allé faire notre prestation, les emmener au restaurant. Ensuite, on devait les récupérer, leur faire un tour. Et elle était fan de belles voitures. Donc, ouais. chercher... donc j'ai déposé la limousine, je suis allé chercher une Lamborghini, je l'ai emmené faire un petit tour. Elle était ravie, bien sûr. Et puis ensuite, on l'a redéposé au restaurant, on est allé chercher la limousine, les récupérer, et puis leur faire un petit tour. Ils ne connaissaient pas le coin, donc mais on a on les a baladés un petit peu partout. Non, c'est l'esprit festif aussi avec la limousine. Il n'y a pas une fois où ça s'est mal passé. On essaie vraiment de faire le maximum pour leur faire plaisir. Oui. Ah oui, vous pliez en 4, c'est le cas de le dire. Et Margot, alors, toi, tu vas nous faire une petite démonstration d'équilibre, c'est ça? J'espère que tu ne vas pas atterrir jusqu'au plafond. Je touche un peu, mais je m'adapte toujours, c'est pas grave. Alors, on va essayer tout de suite. Oui, allez. On te laisse prendre place, Margot, c'est à toi. On va juste demander, on va rester en direct. Oui. On va juste demander à notre sexologue d'aller dans le fond. Tu es punie, Corinne. Voilà, on a des...
on fait une petite mise en place. Hein, c'est ça aussi l'émission Légérie, c'est du mouvement. Mais c'est un plateau qui vit aujourd'hui. Je t'entends pas trop, Lionel. Il fait timide aujourd'hui, Lionel. T'es timide, Lionel? Ça, c'est pas vrai du tout. Donc Margot va nous faire une petite démonstration d'équilibre. Ah, le rouge, moi aussi je dois être rouge, hein, t'inquiète pas, il fait chaud sur le plateau. Ah, mais non, faut pas. Et puis il faut dire que Margot, en dehors d'être une artiste que je suis, elle a toujours des très très belles tenues lorsqu'elle fait des prestations. Ah oui, d'accord. Ah oui. Vous avez peut-être pas vu, mais il s'est passé quelque chose. Les garçons sont contents. Ça te réveille, ça. Hein? Je pense que je vais faire plus souvent une émission sur l'événementiel. Hein? Oui. Hein? Oui. Tu aimes bien Eric, hein? Oui. Oui. La prochaine promet pas mal de choses puisque ça va y avoir du striptease. Pas aujourd'hui, hein, mais c'est prévu. Oui. Non, c'est vrai que Margot, pour le moment, c'est quelque chose qu'on mettra en place pour les futures émissions. On est un petit peu en rodage, donc. C'est juste pour montrer ce que tu fais. Voilà. Donc, ouais. Ce ne sont pas des engins de torture. On n'est pas dans 50 nuances degrés. Comme tu veux, voilà. Par rapport face à la caméra plutôt. Attention au plafond. Hein. Surtout attention à toi. Donc voilà, c'est le genre de choses que je ne peux absolument pas faire. Bon, elle n'est pas échauffée, elle est stressée. Voilà, donc ne te blesse pas. Et c'est vrai qu'elle peut faire de l'équilibre sur plusieurs chaises. Hein. Elle empile plusieurs chaises et elle se met tout en haut. Bon, là, vous ne pourrez pas voir toutes les prestations qu'elle est capable de faire. Corinne. Voilà. Je viens de me casser le col du fémur. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça aussi. Hein. Bravo, Margot. Tu peux revenir avec nous. Je peux revenir avec... Oui, viens voilà. Comme ça. Voilà. Moi, je me plante. Et donc, j'imagine que ça demande beaucoup d'entretien physique. Beaucoup d'entraînement. Hein? Beaucoup. On en parlait pour la bachata. Là, c'est encore... faut faire travailler tous les muscles du corps. Ouais, tu faut travailler à peu près... Bon, je dis 1 heure minimum, mais c'est vraiment minimum. Là, c'est vrai que ça... T'as chaud. Prends ton temps. J'étais un peu stressée. Donc là, ça va mieux. En fait, je dis toujours 1 heure minimum. Mais c'est vrai que là, j'ai eu un peu du mal à m'entraîner, étant donné que j'ai beaucoup de prestations. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup sur la musique. Les costumes avec ma maman. Ils sont ma très maman, beaux. Elle fait tous les costumes. Ah, c'est ta maman qui les fait? Oui, c'est ça. Ils sont magnifiques, donc elle travaille super bien. Ouais. Ah, j'ai la famille qui est vachement avec moi, en fait. Mon papa, il fait les photos. Et j'ai ma maman qui fait mes costumes. Donc c'est vraiment des parents qui sont un petit peu artistes aussi, alors. Ah oui, complètement. Parce que tes photos aussi sur les réseaux sont très belles. Et tes costumes, voilà, je montrais à certains prestataires de services parce que voilà, là, la période Covid se termine et voilà, j'ai pas toujours des demandes moi, mais j'en parle à d'autres prestataires. Et lorsque je montre tes pages sur les réseaux sociaux, c'est vrai que par rapport à certains artistes, tu as une bonne com. Par rapport même au début, ça a vraiment évolué. Et les tenues et les photos sont vraiment super. C'est gentil. Donc, tu es une artiste à découvrir et si vous avez besoin de... C'est difficile de se faire connaître, en fait. Mais ça va venir, tu es toute jeune. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Thibaut, est-ce que tu peux me garder la séquence? J'en ai besoin. Il faut que je la montre à la maison quand je rentre. Pourquoi, tu veux recommencer? Non, pas moi. On va vous remercier. On va rester en live. Hein. On va changer de plateau en live. Et merci beaucoup. On arrive à notre dernier plateau. Merci Jeanne merci Jean, Margot, merci Lionel, qui aimait les gens. Et on va accueillir Patrice Barthélémy. Et Christophe Ribéron. Plus Christophe. Vous y allez? Oui. Et on va parler de cuisine
et d'œnologie. C'est ça. C'est ça. Et Boris, voilà. Et on a la stagiaire de Patrice qui peut... Tu veux venir là? Sophie, viens. Viens là. Bobo, il va. Ah, d'accord. Non? Ah bon, non, alors. On ne peut pas. D'accord. Alors, finalement, voilà, on a un plateau parce que l'événementiel, c'est aussi être épicurien. Hein, on aime l'événementiel. Oui. Je pense que, en tout cas, dans le studio et en tout cas autour de cette table, nous sommes épicuriens. On aime les bonnes choses et les plaisirs de la vie. Donc, Boris, toi, tu vas nous parler de scène, hein, d'événementiel, de tout ce qui se passe en amont d'un événement, finalement. Parce que tu as une société autour de l'événement qui est... LBC Pro, événementiel professionnel. Voilà, donc tu vas nous expliquer ce qu'il en est. Christophe, toi, on s'est découvert il y a quelques années, voilà, chef de cuisine à la plage. C'est ça. Avec un physique atypique et une cuisine atypique aussi, qui sort un petit peu de l'ordinaire. On peut dire ça, oui. Qui représente ton image, en Exactement. tout cas. Et ce que tu aimes. J'essaye. Et on a notre cher ami Patrice, qui est un passionné de vin. Voilà, passionné, devenu professionnel, donc je ne sais même plus si c'est une profession tellement j'aime ça. Donc j'ai l'impression avec modération toujours. Oui, dans les salons, on recrache, etc. Ou pas, voilà. De toute façon, le système olfactif s'arrête au voile du palais. Il n'y a plus de terminaisons nerveuses qui correspondent avec le cerveau. Donc ça ne balance pas, par contre. Pardon. C'est le stress. Ça doit être ça, ouais. Donc, écoute, on va revenir vers toi. Boris, explique-nous un petit peu en quoi consiste LBC Pro. On avait de l'événementiel tout à l'heure et toi, c'est encore une autre catégorie. Tu vas installer toute scène. C'est ça. Alors, plus une spécialité depuis 25 ans sur la partie séminaire-congrès. Alors, ça a commencé par des soirées DJ, un peu comme tout le monde dans l'événementiel. C'est la clé du début. Et ensuite, une spécialité depuis 18 ans sur la partie séminaire-congrès, donc l'événement professionnel. Uniquement cette partie-là, concentrée là-dessus. En fait. Alors, ton activité principale, donc tes clients sont professionnels, ça peut être des communes, ça peut être d'ailleurs... Alors, beaucoup des entreprises nationales qui viennent faire des événements, notamment sur un lieu que je vais citer où je travaille régulièrement, c'est sur l'île des Ambiers. Oui. D'ailleurs, tu nous as fait le plaisir de prendre le bateau plus tôt pour venir nous voir. C'est ça. Discrètement, mais je l'ai pris. C'est gentil. Ça. Parce qu'on travaille en collaboration depuis 18 ans avec l'île des Ambiers, où il se passe beaucoup d'événements professionnels et des gros événements en fait. Donc toi, ton métier principal, concrètement, tu installes quoi? Concrètement. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui veulent faire On va faire un petit point rapide. Alors, en fait, nous, la clientèle nous demande en fait de la technique pour leur événement. Alors, c'est de la sonorisation, l'éclairage audiovisuel, toute la partie scénique de l'événement. Et on part d'une feuille blanche et on met tout en place de A à Z. C'est-à-dire, on arrive le jour J, on monte tout et dans un temps imparti qui peut être de 1, 2, 4, 8 heures. Avec des aléas, j'imagine. Il faut savoir gérer les impératifs. Beaucoup d'aléas, mais bon, en général, si on a bien géré en amont et qu'on a une bonne équipe, tout se passe bien. Oui. Bon, écoute, parfait. Alors, Patrice, ta passion, le vin. Voilà un parcours un peu atypique. Je n'étais pas du tout prédisposé à ça, mais vraiment pas. À l'instar de notre amie Corinne, je suis ici aussi de la Marine nationale. Sauf que j'ai tenu moins longtemps qu'elle. Mais deux personnages atypiques, hein. Il y en a des gueules entre guillemets dans la marine. Ouais, ça doit être ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le dernier bâtiment sur lequel j'étais présent, comme on était souvent de service, on s'améliorait des repas avec des petites cagnottes. Et j'étais chargé d'aller au service des approvisionnements de l'ordinaire, donc je m'occupais de la partie vin, entre guillemets. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé à bord, en dégustant un gigondas, je me rappellerai, c'était là. T'as fini la bouteille. Prieuré seigneur de Fontange, quelque chose, une parcellaire d'une coopérative, et j'ai quelque chose qui m'a traversé. Je peux pas. Alors c'est vrai que j'ai pas honte de le cacher, je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai un potentiel émotionnel très élevé. J'ai eu du mal à le gérer, à le comprendre, et j'ai compris pourquoi j'étais sensibilisé par le sujet du vin, parce que le vin, c'est très émotionnel. Et effectivement, j'ai eu donc quelque chose qui m'a traversé, les poils qui se sont hérissés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas l'expliquer. Limite à deux doigts de pleurer. Une rencontre, exactement. Voilà, mais pourtant, personne dans ma famille, aucun membre, rien. Et du coup, j'ai dit, je dois travailler dans le vin. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que je casse un peu les codes de la sommellerie, de ce côté un peu cognitif, très strict. J'ai une façon de... Tu l'amènes plus en douceur. Voilà, moi je fais plutôt ouvrir le cœur des gens parce qu'on s'en fout de reconnaître une molécule aromatique. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'elle nous évoque. C'est le ressenti. Exactement. C'est le ressenti. Oui. On peut interpréter la molécule du cuir de plusieurs manières. Quelqu'un qui fait l'équitation, une jeune fille va me dire ça sent la selle de mon cheval. Une jeune fille avec son premier salaire qui a acheté ses bottes San Marina, elle va se rappeler ça. Ou un qui va me dire ça me rappelle le cartable de quand j'étais en CP. Toi, tu travailles avec des mots simples. C'est ça que tu veux nous dire par rapport... Exactement, des mots simples, compréhensibles de tous, casser les codes et pour
que tout le monde comprenne le patrimoine magnifique qu'est la France au niveau du vin. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a des codes difficiles à comprendre. On est des mangeurs d'étiquettes, on n'est pas aussi à l'écoute d'aller chercher des petits vignerons, des petits talents qui sont dans l'ombre. Voilà, malheureusement, c'est un boulot qui demande du temps, de la passion, de l'investissement, de l'argent. C'est compliqué quand même, le milieu du vin. Il faut vraiment ressentir quelque chose de particulier. La cuisine... Alors c'est très lié. C'est aussi simple que compliqué. La seule chose que je reproche à beaucoup de cuisiniers, il va peut-être me taper dessus avec ses gros bras pleins de tavoine. Attends, vous êtes loin. Je l'aime bien, non, j'aime bien dis-moi son tout. déjà. C'est que quelqu'un qui aime le vin, en général, aime la cuisine. Je cuisine énormément. Pas forcément dans le quotidien, hein, c'est plutôt... ma compagne qui s'occupe de ça, on a 4 enfants. Donc, mais sinon, quand je reçois des convives, c'est vraiment la cuisine. C'est la cuisine canaille, hein, je ne présente pas, mais par contre, c'est des produits de fou. Gourmand. Oui, voilà, des produits de qualité, mais c'est ce qui fait la base d'une cuisine. Des brouillades de truffes, je vais chercher les truffes. Christophe va nous le dire. La meilleure des cuisines, c'est déjà d'avoir de bons produits. Et à la base, voilà. Ah oui, c'est ce que m'a dit ma mère un jour quand j'ai voulu cuisiner. Elle m'a dit que je lui dise ce que j'allais faire. Elle m'a dit bon, de toute façon, les produits sont bons, ils risquent rien. C'est un peu ça. Voilà. Un bon assaisonnement. Mais c'est vrai que de la découverte. Et dans les deux cas, pour le vin, quand on choisit un vin pour des convives ou quand on cuisine, je ne savais pas ce que c'était parce que je suis issu de famille arménienne et sicilienne. Et donc, les mères et les femmes ne laissent pas faire la cuisine aux hommes. Donc, j'ai eu cette chance, mais j'ai eu aussi ce malheur. Donc, quand je me suis retrouvé comme un couillon à devoir cuisiner. Et ouvrir une bouteille, ça va. Ouvrir une bouteille, ça j'ai toujours. Mais l'accorder. Ça. Mais les accords de saveur. Je me suis aperçu d'une chose. J'ai mis pratiquement 6 heures pour faire une ratatouille. Ouais. Ah ouais, quand même. Pour combien de personnes? 2. Alors, non, pour 10 ou 15. Si on l'a fait confire au four à basse température. Exactement. Ouais, non, mais je sais pas, je ne connais pas tout ça. Mais en fait, je me suis aperçu d'une chose. C'est qu'en fait, j'étais en train d'offrir un cadeau aux gens qui allaient venir la C'est exactement ça. Voilà. Et là, il a fallu que j'aille chercher un vin. Et toi, Christophe, t'en es arrivé comment alors dans la cuisine? Alors, t'as toujours baigné dedans non, ou pas du tout? Mon papa avait une pizzeria au centre-ville de La Valette. Je suis valettois, je suis d'ici, je suis du coin. J'avais 13 ans quand il a ouvert sa pizzeria. Et donc j'étais au lycée, au collège, en 3e. Et j'étais pas destiné à faire des grandes études. Et il y avait les portes ouvertes au lycée hôtelier Saint-Louis. Donc je les ai faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais moi, à la base, c'était pour quitter le système scolaire. Je voulais pas aller à l'école. Et au final, il s'avérait que j'ai ressenti quelque chose, pareil que toi, au niveau de... Une étincelle. Ouais. Et je me suis découvert une passion. Et ça fait 17 ans maintenant que je suis cuisinier. Et donc, une cuisine quand même qui change de l'ordinaire. C'est de la cuisine fusion, comment t'appellerais ça? Ouais, fusion et surtout avec beaucoup d'amour, quoi. On essaie de sortir un peu des côtes et des plats qui... Mais la cuisine, c'est de l'amour. Oui, mais c'est vrai qu'il va... Bon, hormis pour manger le midi ou le soir. Il faudrait que tu ailles déjeuner, c'est vrai il va tenter des choses que tu vas pas retrouver dans les restaurants. Moi, ce que je reproche dans la région, c'est qu'on a trop de restaurants traditionnels avec toutes les mêmes saveurs. Moi, lorsque je vais manger au restaurant, je sais pas si pour toi, Eric, c'est pareil, c'est pas pour manger ce que je sais faire moi. J'ai trop d'amis restaurateurs, je peux pas parler. Voilà, mais moi aussi... Après, il y en a pour tous les goûts et c'est ça aussi effectivement, mais j'aime bien qu'il y ait une originalité et que je ne sache pas faire. Ce qui est important, c'est que le tarif soit en adéquation avec ce qu'on... Avec ce qui se retrouve dans l'assiette, bien sûr. Dans l'assiette, voilà. La qualité du produit, le travail fourni par le service. Le cuisinier, et le service. Et la carte des vins qui va avec, c'est ce qui manque malheureusement par chez nous. Beaucoup d'amis restaurateurs, quand ils vont manger chez des confrères aujourd'hui, qui sont passionnés. Ailleurs, il n'y a pas de carte de vin, il y a un vin pas très cher qu'on vend très cher. Et tout le monde n'a pas de notion de la part des serveurs capables d'en parler. Je ne demande pas vraiment des sommeliers, mais en plus avec les comptes de formation, on peut venir les former à la journée sur des modules. Et ça manque de ce contact convivial. Alors, ils sont perdus, quoi. C'est ça qui est dommage. Il faudrait faire plus de formation. Il faudrait faire des prestations en collaboration avec des restaurateurs. Justement, on a une école, nous, à Aubagne, dans laquelle j'enseigne depuis maintenant 6 ans, avec laquelle on a dans l'idée, justement, d'utiliser ces comptes de formation pour former les serveurs à la journée, à la demande, via le compte de formation, aller former sur des modules Provence, sur des accords mets-vins de base, ou je sais pas, n'importe quel module. On peut leur offrir ce qu'ils ont envie. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui. C'est ce qui manque. On a besoin de conseils, c'est vrai. Finalement, vous êtes tous les trois un peu dans le même métier, puisque tu nous proposes la mise en place... c'est ça. Pas du restaurant, mais de la scène. Non, mais c'est une mise en place. Pas sur moi sur la cuisine. Non, mais c'est aussi sur le vin. C'est aussi une mise en place. Il faut être aussi... Il n'y a pas que le métier, il y a la passion aussi. C'est la base. On en parlait tout à l'heure avec Var Limousine et les VTC. On fait un métier, oui, mais en général, on en est aussi passionné. Oui, tout à fait. On ne peut pas sans ça de toute façon. Donc c'est souvent ce qui nous fait mal quand c'est mal perçu, des fois, par un client.
Donc ça fait mal, ça. Mais je veux dire, vous êtes tous les trois pareil, dans le même moule. L'envie de faire plaisir et du travail bien fait. C'est ça. De transmettre, surtout de fédérer. Moi, c'est ça qui m'anime. Depuis que je suis dans la formation, je me suis révélé vraiment dans la pédagogie. Ah, j'adore. Voilà. J'ai pas d'ego et moi, je me suis toujours dit, les phares d'une voiture, c'est fait pour éclairer la route, pas pour moi. Et je suis le vieux maître Jedi et j'aime bien mes petits padawans et je veux les former à ce qu'ils deviennent meilleurs que moi. Je rêve que quelqu'un me surpasse, je suis pas... Donc tu as de l'ego. Mais ton ego, c'est plutôt cela de neurones qui fonctionnent. C'est le partage. Ton ego, c'est la réussite des autres. Exactement. Il est dans le partage, Patrice. C'est plus le cœur, moi, qui parle. Oui, tout à fait. Oh, quand même, t'as un petit cerveau quand même. Oh, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses quand même. Entre l'astronomie, entre les vieux jouets, je collectionne plein de choses. Je suis passé, c'est trop. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Dis-moi. Pareil, donc moi, la cuisine, pour moi, c'est mon métier, mais c'est pas comme si je travaillais en fait. Oui, on voit dans ton assiette que c'est un peu mais le matin, quand je vais travailler ou le soir, c'est pas une contrainte, j'y vais pas reculons. Et le jour où j'irai reculons, j'arrêterai totalement. Parce que parfois vous faites des brunchs, c'est pas tous les dimanches. Alors, à la base, c'était tous les premiers dimanches du mois. Voilà. Donc là, on a mis un petit peu. L'hiver, ça a été compliqué. Ouais, c'est ça. Et ça va reprendre alors. On va les remettre en place. Il faudra que je vienne. Tous les premiers dimanches du mois. Et à côté, on a un petit bistrot aussi au boulevard Bazaille. Donc pareil, au Mourillon. Voilà, donc là, ça va être le petit café du coin. Là, c'est ça. Une petite cuisine coquine, petit plat, pas très cher, une ambiance bistrot, petit Ricard ballon, enfin un autre truc, je pense que... Pour s'amuser, quoi. Il y a d'autres pastis que je te conseillerais à la place du Ricard, excuse-moi. Des pastis artisanaux dans la région qui sont à tomber à la rondelle. Ils vont s'échanger des bons tuyaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que je trouverais hyper intéressant que les écoles de formation ou autres aillent dans les restaurants, qu'il y ait un partenariat qui se fasse pour éduquer effectivement les serveurs, en tout cas parce que quand on est en cuisine, on ne peut pas être partout, et même si on s'y intéresse, on ne peut pas forcément transmettre. Donc c'est un métier d'échange. C'est comme dans tout. C'est soit on veut évoluer. Ouais, mais le truc qu'il y a, c'est que souvent on a besoin de qualifications dans une entreprise à certains postes. Bien sûr. Et d'un coup, on se dit que pour amener du pain, pas besoin de qualification. Et là, je pense que c'est la plus grosse erreur. C'est valorisant pour le serveur, pour la personne. On est partenaire du restaurant Le Haut Blou au Lavandou, qui vient d'engager une personne à l'accueil. Il n'a pas engagé une stagiaire, il a engagé une responsable à l'accueil pour veiller sur la salle. C'est comme ça se faisait avant. Avec un vrai poste, d'accord, un poste d'une personne qui a 30 ans de métier, donc c'est pas un stagiaire, c'est un investissement conséquent. Oui, après, tout le monde ne peut peut-être pas se le permettre. Non, mais... Il s'est donné les moyens de le faire. C'est ça que tu veux dire. Donner pour recevoir. Exactement. Oui. C'est toujours ça. Qui ne tente rien n'a rien non plus. Mais quand on veut donner une image à son restaurant, il faut investir. Tu prêches une convaincue. Une cuisine, on ne prend pas une cuisine à un feu dans un restaurant. On prend un piano. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ah. Et même pour un chef d'adapter aussi sa carte des vins en fonction de ce qu'il aime, il faudrait lui aussi... J'aime énormément la cuisine, comme je vous disais, je suis en admiration devant leur créativité, je suis vraiment... Et malheureusement, je trouve que parfois, la culture vin n'est pas toujours... C'est dur de dire ça, mais c'est ce qui me... Et pourtant, il faudrait qu'ils adaptent une carte de vin en fonction de leur personnalité. Le message que fait passer un vigneron à travers un flacon, c'est son caractère. Les vignerons sont comme des grands artistes, les grands vignerons sont des caractériels, des illuminés, des introvertis, etc. Et un peu artistes pour sortir de grands flacons. Les chefs sont aussi grands. Et malheureusement, il leur manque des fois la fougue, l'idée d'adapter les cartes en fonction de ce qu'ils sont. Ou le temps aussi de pouvoir le faire. Par rapport à plat, c'est la connaissance aussi. Ça fait peur, le vin. Il y a des codes. Il n'y a pas... C'est ça, hormis le rosé, qui est une boisson très technologique pour peu d'émotions. Pourtant, on est dans le sud. Alors économiquement, c'est super d'avoir ces rosés de Provence. On représente pratiquement 10% des rosés mondiaux. On a une technique... Moi, je sais que je ne bois pas de rosé. Ça amène beaucoup de gens, par contre. Souvent, les jeunes sont amenés dans le milieu du vin ou par les produits très girly, comme le Tariquet Première Rive, etc. Tous ces vins un petit peu sweet sur le sucre qui attirent du monde. Que je déteste. Mais voilà, les passionnés de vin, on en rigole, mais bon, c'est normal. Je pense que c'est les premiers vins qu'on boit quand on est, jeune. Oui, puis le rosé aussi, il y a les touristes énormément qui aiment le rosé. L'été au Bordeaux, c'est agréable. On pourrait faire... ça fait quoi les touristes sur l'île des Andes? Alors les touristes, ils sont surtout là l'été en fait. De juin à septembre. Le week-end, non? Même en hiver, non? Le week-end, non? Il y a moins de monde. Moins de monde. L'hôtel en général est fermé de novembre jusqu'à mars. Il y a eu de belles choses de fait là, ces derniers temps sur l'île des Ambiers, les restos, tout ça. Ils ont rénové. Ils ont tout refait et là encore... on s'est réinscrit parce que je travaille avec eux en collaboration. On s'est réinscrit sur une nouvelle démarche avec vraiment des
des produits mieux finis, mieux définis, des salles plus équipées. On est reparti sur des bonnes bases. Ça serait bien de faire un live en direct, des enviers. Challenge pour le début d'année de rentrée scolaire. Et puis, il y a la spécificité de travailler sur une île. Oui. Le matériel, c'est pas simple. Ça, c'est le plus compliqué. C'est le bateau. C'est la logistique. Ça, c'est 40% du travail, on va dire. La logistique pour pouvoir acheminer le matériel, repartir, gérer le staff, etc. Ça, parce qu'il y a des horaires pour repartir, je suppose. Oui, c'est ça. Les horaires, les contraintes avec les bateaux et les longueurs, etc. Et tout. Bon, en ce moment, on a de la chance, la mer, ça bouge pas trop. Donc... La semaine dernière, ça bougeait bien quand même. Donc, c'est pas évident. C'est pas très long la traversée. Pas grande traversée non plus. Non. Mais c'est compliqué quand même. Mais quand même. Il est un peu plus de 20 heures. Il est l'heure de se quitter, malheureusement. Je voudrais juste féliciter la demoiselle qui est venue avec Patrice, voilà. Patrice, qui est une stagiaire, si tu arrives à faire un petit zoom dessus, là. Un petit coucou. Qui se cache, là. Tu peux te retourner. Oui. Non, du commerce. Par ici. Venez là. Ah. On va y arriver. Voilà. Alors, qui est stagiaire, donc avec Patrice. Oui, bien sûr. Élève, c'est un bon élève. Hein. Elle demande si elle peut s'asseoir, bien éduqué. Il est comment? Très agréable. J'ai travaillé j'ai eu une longue scolarité, j'ai fait toutes mes études. Et je suis arrivée au BTS et j'en ai rencontré des professeurs très cool. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont accompagnée. Mais des professeurs avec la main sur le cœur, c'était un petit peu plus compliqué à trouver. Et on me l'a mis sur le chemin, donc j'en suis très contente aujourd'hui. Comparé à certains profs avec lesquels ils ont des méthodes un peu plus dures, les profs un peu plus anciens, même si M. Barthélémy n'est pas de mon âge. Mais elle t'a remis avec les anciens. Un demi-siècle, pas l'an prochain. C'est ça. C'est la barbe, ça. C'est la barbe. Non, mais sans ça, on est une bonne école et on a de bons professeurs, mais M. Barthélémy se déclasse un petit peu des autres. Il est atypique. Il est atypique, puis il est ouvert d'esprit, puis sans parler du vin, des fois on lui sort, je pense des fois ils doivent péter un peu. Tu vois, avec 50 € ce que tu peux faire dire. Même pas. Si c'était vrai. Non, je le connais un petit peu, je sais que c'est un monsieur au grand cœur. Non, mais je les accompagne après aussi dans leur vie de tous les jours, pour on sort un peu du cadre scolaire. Mais c'est ce qui quand on parlait aujourd'hui, le nouveau management, il est très axé sur l'émotionnel et puis sur le côté. S'il y en avait plus comme ça, c'est ça. Toi, tu as eu envie de te déscolariser, tu serais tombé sur quelqu'un comme lui, peut-être qu'il t'aurait boosté. Franchement, je comprends votre choix. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, l'école, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Et après, je me suis dit, de toute façon, si t'as pas de bac, si t'as pas de BTS, tu fais rien. Après, ceci dit, que ce soit à l'école ou dans la vie, il y a toujours quelque chose qui nous embête. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais si à côté on prend du plaisir et qu'on. Exactement. Il y a de la passion. Déjà, il faut de la passion. Et il faut que on part de la passion déjà, c'est très important. Passion. Négative soit petite. C'est le mot qui est amour. La passion, c'est amour aussi. La passion, c'est l'amour. Voilà, le partage. Voilà, l'authenticité. On va finir sur cette note d'une jeune demoiselle dynamique qui dépassera peut-être son maître un jour. D'un point de vue commercial, je pense que oui. Après, connaissance, on y est encore. Amour du produit, connaissance, elle a encore un peu de travail. Mais au niveau commercial, elle est redoutable. Elle est toute jeune encore. Ah oui, elle est toute jeune. Donc, BTS, technico-commerciaux, vins spiritueux. Messieurs, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain et on se retrouve la semaine prochaine pour la première de Douchka. Voilà. Avec pareil un plateau aussi sympathique. Mais différent. La porte est ouverte qu'aux gens sympathiques ici. C'est ça. On aime que les gens sympathiques. Et de bonne humeur et c'est surtout le partage. Et l'échange qui doit perdurer. Voilà, et puis la passion, voilà. Vous apprendre, puis, vous mettre en valeur. Tous les matins, une bonne bachata et feu. Ça met de bonne humeur. Donc merci de nous avoir suivis. Merci au public aussi. Merci à tous. Il ne faut pas les oublier. À vous. Ciao, ciao et au mois prochain.